Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le journal du hardware. On a eu un petit flottement, voilà, parce que nos amis de J'irai streamer dehors étaient en rate de batterie, mais voilà, j'espère qu'ils ont bien escaladé comme ça pendant 2 heures, qu'ils en ont bien chié. On en parlera évidemment tranquillement dans le récap dès qu'ils seront de retour. Aujourd'hui pour le journal du hardware, nous avons le plaisir d'avoir autour de ce plateau JK, bonjour, comment allez-vous? Je sais jamais par qui tu commences, donc tu vas. J'aime bien faire la surprise comme ça. Et voilà, je suis prêt, j'ai rien préparé. Non, je vais finir par le vieux à gauche, parce que je vais lui en mettre des tonnes. On n'a pas vu depuis longtemps, ouais, moi, tranquille, tu vois, bah ça va. Moi pour une fois, je vais parler de, contrairement, je vais parler de son, je vais parler d'audio. Pépé, je te grille ta place. Ah mais tu me grilles pas ma place, mon petit lapin d'amour. Ça me bien quand même malgré tout, donc. Mais non. Allez voir, je vais ramener un joli casque. Je me repose moi. Je me repose. Ah là là. Il ne se repose pas, si c'est ça, il ne dort pas, il se repose les yeux. Voilà, tout simplement, il médite. Daxou, comment ça va? Oui, ça va très bien. Moi, pour le coup, cette semaine, vu qu'on a vu ces derniers mois Intel faire genre on a enfin rattrapé AMD, tu vois, là j'ai AMD à rattraper Intel. Voilà. Allez, on revient, on est tranquille. Là, une petite baston, ça fait toujours du bien, quoi. Gros succès sur ta présentation la semaine dernière de ton truc dont j'ai oublié le nom, Odin. La Odin. La Odin, voilà, c'est ça. tu sais que les gens m'ont copieusement insulté, t'as recoupé la parole. Mais c'était un bel objet. Sache que, tu vois, parce que justement, tu comparais souvent au Steam Deck, ils viennent d'annoncer la Hein Loki, qui sera sous RDNA 2, donc AMD, un concurrent du Steam Deck, exactement le même. Voilà, ouais. Pas mal. Plutôt pas dégueu. Et sûrement beaucoup moins cher en termes d'écran. A priori, ça va être à peu près les mêmes prix que le Steam Deck en fait. Parce que le Steam Deck, est pas cher par rapport à ce qu'il a. Voilà. Ah oui, bah oui. Sachant ce qu'il a gagné ou que tu as présenté. Ah, moi je t'avoue, quand les 700 € ont quitté mon compte en banque, j'ai trouvé ça cher. Non, c'est pas cher. T'as pris l'édition. J'ai pris la plus max. Ouais, et voilà, à peu près les mêmes tarifs, sur le même format, un petit peu petit, un peu léger. Je suis très très curieux de voir ça. Pour l'instant, c'est juste une annonce. Mais voilà, on en reparlera. On verra quand ça sortira, évidemment. On sera au taquet, tout va bien. Et il est de retour, Pépé. Comment ça va? Je suis content d'être là. Et puis en plus, Max, ça fait moins 3 mois qu'on était pas en plateau. Ça fait 1000 ans qu'on s'est pas vu. Il faut qu'on se réapprivoise, qu'on m'a vu, que je trouve pas bien chier. Qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous des cheveux et pas moi? Donc, non, je suis content d'être là. En plus, là, je suis revenu et j'ai fait plein de trucs, quoi. Donc, j'ai plein de trucs à raconter. J'ai monté plein de vidéos spécialement pour cette émission et pour le récap tout à l'heure. On va faire 2 trucs de ouf. On va voir des trucs que sincèrement, moi, j'avais jamais vu dans la live. Donc, je suis content de vous le montrer. Et puis ça va être bien, quoi. Je suis super content. Vraiment. Eh ben, on est très content de t'avoir aussi sur le plateau de JDA, juste après évidemment dans le récap aussi. On va parler de quoi, Pépé, aujourd'hui? Parce que t'as dit on va parler de plein de choses, mais je vois que t'as des dossiers. Non, mais c'est des... En fait, comme je suis baladé, c'est simple, pendant 2 ans, c'est presque rien passé, à part que je suis parti justement voir un petit peu mes proches aux États-Unis, et puis après le CES, il y a eu après le Mobile World Congress, et d'un coup d'un seul, on me met 3 gros reportages en 10 jours. Fatalement, moi, et hop, on y va. Donc là, dans cette émission-là, on va faire Munich, Barcelone, un téléviseur en avant-première, un Sony QD OLED, et après on fera en même temps dans le récap quelque chose, un petit peu ailleurs. C'est tout. C'est merveilleux. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Oui. Beaucoup de choses aujourd'hui, des tests également. Yes. On va revenir sur tout ça. Ça va être très très bon, mais on va commencer d'abord avec les news. Jingle. Et c'est Otax qui commence en nous parlant de Microsoft et d'un nouveau projet. Effectivement, parce qu'en fait, cette semaine, il y avait la Build de 2022. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la conférence Microsoft dédiée aux développeurs. C'est un peu leur WWDC façon Microsoft. Et à cette Build, ils ont annoncé un nouveau kit hardware, un kit de développement pour Windows sur ARM. Donc ARM, on le rappelle, c'est les puces qu'il y a dans les smartphones et du coup dans les MacBooks aujourd'hui. Sachant que en fait Microsoft a développé ça depuis pas mal de temps quand même, mais ils étaient quand même complètement à la bourre par rapport à Apple. Je dis pas de conneries, ARM, c'est pas le truc qui a été racheté par Nvidia il y a pas longtemps là? Ils ont essayé, mais ça a été... Finalement non. Parce que concurrence... Ça a été refusé par l'autorité de la concurrence, tout à fait. Donc, Merde. Ils doivent avoir le... Et surtout, ils payent quand même une bonne somme malgré tout, comme pas une amende, mais je sais plus comment on appelle ça. Ils ont payé je sais plus combien pour un rachat qui s'est pas fait, quoi.
Bah, c'est un peu ce qui risque de se passer avec Twitter d'ailleurs. Mais pour revenir du coup au sujet, on a un petit kit de développement pour Windows for ARM pour essayer de pousser les développeurs justement à développer pour ARM et faire des applications qui soient disponibles aussi bien sur mobile que sur ordinateur, tablette, etc. Une petite vidéo à lancer, voilà. Ce petit kit, il inclut un SoC Qualcomm Snapdragon 8CX Gen 3, donc c'est la toute dernière plateforme de Snapdragon, le constructeur qu'on retrouve sur Android dans le milieu haut de gamme et premium. C'est la max, hein, tout simplement, avec un petit NPU intégré, donc ce processeur qui est lié au calcul de l'intelligence artificielle. Il y a un gros accent mis sur ça. Donc curieux de voir ce que ça a donné. Sur la petite boîte elle-même qui est toute mini, on la verra sur un bureau juste après. Un Mac Mini, un demi Mac Mini. Oui. En fait, on dirait un port de connexion Thunderbolt 3 que tu pourrais avoir pour ton Mac pour après connecter les écrans, etc. Là, il y a un port ALIM, un port Ethernet, un mini DisplayPort, 3 USB Type A à l'arrière et 2 USB-C à l'avant. L'idée du coup, c'est en fait d'aider les développeurs à pouvoir développer pour la plateforme Windows for ARM. Aujourd'hui, elle est compatible maintenant avec Visual Studio et .NET en natif. Donc deux interfaces de code qui sont extrêmement populaires, avec l'idée aussi qu'il y a la compatibilité sous système Linux et Android. Donc tu peux en fait avec ces petits boîtiers développer pour pas mal de plateformes en même temps. C'est un gros push pour faire en sorte que les développeurs aillent vers Windows for ARM. On sent que en fait Microsoft veut un petit peu reprendre les parts de marché d'Apple et qu'ils ne veulent pas forcément se baser sur x86-64 et ils veulent aller sur du ARM. La sortie est prévue en fin d'année. On n'a pas de prix pour le moment. Je pense quand même que vu que c'est un peu développeur, etc., ça va être chéros, ou alors peut-être qu'il y aura moyen en fait de contacter Microsoft avec une idée qu'ils envoient le kit de développement du coup aux développeurs concernés. Mais voilà, c'est un bon moyen de voir Microsoft intéressé par ARM. Juste. Est-ce qu'actuellement c'est quelque chose pour apporter Windows sur ARM ou est-ce qu'on peut déjà avoir Windows sur une plateforme ARM ? Windows pour ARM existe depuis à peu près 2-3 ans maintenant, voire un petit peu plus, 4 ans. D'accord. Si je ne m'abuse, mais Windows for ARM est limité aux constructeurs. C'est-à-dire que là aujourd'hui, toi, tu peux télécharger Windows 10 sur le site, l'installer sur ta machine. Là, tu peux pas. Il faut forcément avoir un code, forcément passer par l'OEM, comme on dit. Du coup, je me posais la question de dire, ok, est-ce que ça veut dire que plus tard, on pourrait installer Windows sur son MacBook, quoi ? Bah, justement, en fait, c'est ce qui manque aujourd'hui pour faire le dual boot habituel. Je sais plus comment ça s'appelle, Bootcamp. Oui. Pour faire Windows et macOS, si on ne peut pas, entre guillemets, parce qu'en vrai on peut feinter, faire le bootcamp aujourd'hui, c'est parce que la Windows for ARM n'est pas accessible comme ça. Tu vois. Alors maintenant, il n'est pas accessible, mais il est accessible. Voilà, Internet, quoi, tu vois. Mais, si vous avez Google, vous avez la réponse, quoi. Voilà, exactement. Le truc, c'est que c'était plutôt limité, parce qu'à la base, en fait, quand Windows for ARM est sorti, ça ne supportait que les applications 32 bits, parce qu'au contraire de Apple, qui a une couche de traduction Rosetta qu'on connaît bien aujourd'hui. C'est relou en 2022 d'avoir que le 32 bits. Bah justement, ça a évolué aujourd'hui, tu vois, mais c'est de l'émulation, donc il y a quand même un petit taquet sur les performances. Tu vois. Aujourd'hui, avec Windows 11, on est les applications 64 bits, l'émulation 64 bits existe toujours, mais il y a aussi des limitations, notamment le fait que dans l'émulation, tu ne peux pas accéder à Direct 3D, donc tu ne peux pas optimiser les performances graphiques. C'est un problème. Oui. Le mieux est évidemment toujours de travailler en natif, de développer en natif pour avoir les meilleures performances. Donc là, franchement, l'idée de cette plateforme, c'est ça, c'est genre les gars, s'il vous plaît, venez, nous aussi, on en fait, tu vois. Et vu que Apple pousse déjà en fait les développeurs à faire de l'ARM, a priori, ça facilitera aussi le transfert du code, quoi, tout simplement. Je vois l'intérêt pour Microsoft, mais quel est l'intérêt pour les développeurs ? Pour les développeurs, l'intérêt, c'est d'avoir un seul code qui tourne sur tout. Ouais, ok. C'est surtout ça, parce que c'est du moins ce que met en avant Microsoft, c'est parce que en plus de ça, il y a eu des évolutions sur leur plateforme de développement pour justement pousser le développement, je crois qu'on appelle ça unifié, où en gros, tu fais une appli et tourne sur tout, quoi. Donc ARM, c'est un des grands avantages de ça. Après, on verra. Le problème, c'est que ça fait pas de thune du tout Windows for ARM, que même une Surface Pro X qui a été lancée par Microsoft sous ARM, qui a son processeur qui est fait par Qualcomm, mais aussi modifié par Microsoft en même temps, donc vraiment signature. Ça s'est planté bien avant Apple, donc peut-être que le mouvement d'Apple aidera, mais aujourd'hui c'est un peu compliqué. Peut-être le retour de Windows Phone à terme.
Mais non. Non, ça c'est Ah, pas Je crois vrai. que personne n'en veut. Moi, j'aimais bien les tuiles. L'interface était sympa. Les- Il y avait l'interface, rien. mais Il j'ai y avait pas adoré. d'app, il y avait pas d'app. Métro, c'était fantastique. C'était Ah ouais. super clair, super beau. Alors après, Et un peu, tu différencies Bah, un le peu truc, c'est que du de... coup, à Pourquoi il y l'époque, avait pas t'avais d'app téléchargé un launcher Parce métro. Il y avait qu'il vraiment pas fallait d'app. convaincre, parce que tout était déjà... Parce qu'il n'y avait pas de marché en fait. Ouais, il y avait pas de marché. Une appli. En fait, il suffisait que Microsoft lâche les billets à X développeurs pour dire amenez ça chez Même nous. pas, parce que si tu veux, il me semble que la part de marché c'était 1,3% à l'époque de Windows Phone face à Android et à iOS. Donc, vu que même si tu payes les développeurs, ils vont te faire peut-être une version, mais ils vont pas faire le suivi des mises à jour. Ouais, c'est mort. Ils vont rien Ça foutre coûtait après, trop cher à Microsoft. Donc, Relou. non. il s'est Non. étouffé. Le truc s'est étouffé dans son jeu. Dans son propre hobby, jeu. soit que t'allais dire. Non, mais vraiment. Il y a il une s'est- rockstar à il dit, ouais, 24 ans. oui, comme Jimi Hendrix, mais voilà, dedans, et puis voilà. Mais c'était Ouais, triste ouais. parce que moi j'aimais beaucoup, j'en avais un. Mais moi aussi. J'ai adoré l'utiliser, mais au fur et à mesure, je faisais rien avec. lancements, Quoi. moi je me rappelle, j'ai déjà, enfin, je commençais J'ai sur rien Instack avec. à l'époque et j'étais en kiff sur Windows. Ah ouais, c'est ça. Bon, ça n'a pas duré Il longtemps. y avait des très bons produits Nokia aussi. Bah oui, l'époque, donc à l'époque, ouais. Je vous emmerde en régime, on entend un truc en plateau. Je sais pas si c'est vous, si c'est le couloir d'à côté, machin, mais il faut tuer quelqu'un. Au moins le baïonné. Merci. Au moins Sinon, le baïonné, je s'il vous vais plaît. péter un câble. Sur ce, on termine cette petite news sur projet Volterra. On leur souhaitait évidemment bonne chance. C'est une alternative qui est proposée, donc c'est toujours bon à prendre. Et on enchaîne avec Asus Oui. pour parler oui, du d'écran. ROG Swift. Et oui, alors Rock Swift, ça vous parle peut-être pas, mais c'est un nouvel écran. Taylor Swift, mais j'ai Voilà. pas ROG Swift. Je vous fais une news, a priori, elle est bien, un elle est peu bien. chiante. Je dis, bon, Asus annonce un nouveau moniteur PC. Ok, bah, comme ils ont ça 50, Oui, bah, comme tous les 3 mois. 50 Quoi. tout le temps, voilà. Sauf que celui-là, il a quand même une particularité. Il n'est pas à 240 Hz, il n'est pas à 300 Hz, il n'est pas à 400 Hz, il est à 500 Hz. Ça sert à quoi? Alors, c'est là que je vais lancer le débat. En fait, ma Voilà. news est très courte et je vais après dire que ça sert à quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour remettre les choses dans le contexte, Nvidia a fait une conférence, une keynote pour le Computex. On en parlait la semaine dernière, donc pas de 4080 annoncés, comme on s'en doutait. Mais effectivement, ils ont mis en avant leur techno propriétaire, dont G-Sync, donc leur techno de synchronisation, leur VRRAE, quoi, on va dire. Et du coup, pendant cette conférence, ils ont annoncé qu'il allait avoir un partenariat avec Asus pour un nouvel écran ultra performant pour l'e-sport. Ouais, ça sert à quoi? Ça sert, selon eux, à l'e-sport. Et ils ont balancé une vidéo d'ailleurs pour montrer un peu l'intérêt du 500 Hz pour les e-sportifs. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, l'écran de base, clairement, 99% des gens qui jouent sur PC n'auront aucun intérêt à l'acheter. C'est un 24 pouces, 80p. Ça me fume Non, mais l'exemple. surtout, c'est une dalle LTN, TN. voilà, et c'est une dalle TN, TN, quoi. donc en termes de qualité de rendu, vous y serez pas. Là, en fait, tout ça, ils ont filmé avec une caméra à 1000 images secondes pour pouvoir montrer la différence de smoothness, effectivement, notamment le ghosting. Enfin, faut vraiment, je sais pas. Il y a la dernière argument tu qu'on vois va mes voir chaussures. pourrait C'est énorme. éventuellement jouer dans l'e-sport, mais j'ai vraiment du mal On à est y quand croire. même d'accord qu'on branle les mouches Ils là. nous ont quand même. fait Ah oui, exactement. non, Regarde, voilà, la latency, selon eux, tu vois la cible avant parce que, à 500 FPS, encore faut-il que ton jeu tourne à 500 FPS. Aujourd'hui, excusez-moi, est-ce que je suis pas sûr que Counter Strike, tu le mets sur une 3090 en 1080p en low, peut-être que tu atteins les 500 Oh, FPS quand même. tu peux y aller, Ouais, oui, tu peux y aller quand quand même, même. Tu quand peux y aller quand même. Non, par contre, moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'il y a eu des tests qui ont été effectués sur la différence entre de Hertz et les performances. C'est une vidéo de Linus Tech Tips que je vous invite à regarder Ouais, avec ouais. Shroud, qui est un joueur pro Voilà. de FPS hyper fort. Entre 120 et 144 Hz et au-delà, il n'y avait pas de différence en fait. Le feeling est le même. Tu arrives à 500, je suis même pas sûr que physiquement ça change quelque chose pour l'être humain, tu vois. Je vois des mecs dans le chat qui sont en mode je pense à 1000 FPS, on verra le mec avant qu'il sorte du jeu. Non, mais ça va être très, très lourd. Tu sais que j'y Après, sera dans le pensais, turfu, ils ont quoi. raison de dire Moi, ça. ce que j'attends, c'est les implants cyberpunk où nos yeux pourront Non, mais voir la différence, tu vois. Mais Il y avait souvent justement des débats là-dessus entre ce que disent les fabricants et la perception qu'on a nous en tant qu'être humain, c'est-à-dire le côté cognitif, notre oui. propre, Ah, notre propre œil humain, corps humain, Je veux bien que cognitif. l'humain évolue et s'habitue. Oui, Peut-être non, que mais- dans 30 ans, à force d'avoir des écrans 500 Hz, on verra la différence. Oui, Bon. peut-être, mais arrête, tu me diras, faut bien commencer un jour si on Ouais, doit ouais, arriver à ça. Mais là, le truc, c'est qu'en plus, tu vois, pour te montrer que ça marche, elle est ralentie à combien la Ouais, vidéo ouais, pour non, qu'on voit la il diff filme Ça veut dire que avec si une on te le met en lecture normale,
Là, tu vas faire invisible. Paul a dit. Bon, normal, parce qu'en même temps, on n'a pas les écrans à 500 FPS, donc si tu le mets à vitesse normale, je me rappelle, tu verras tout à la vitesse. Quand je suis allé au CES, ils présentaient le 300 Hz, et pareil, ils te montraient des démos avec 144 Hz versus 300 Hz, machin. Honnêtement, à moins effectivement, j'aimerais bien que, on en parlait juste avant, que des gens de l'e-sport viennent, qui sont ni payés par Nvidia ni par Asus, nous disent est-ce que ça change quelque chose pour la compétition à très haut niveau. J'ai quand même des doutes, quoi. En vrai, s'il n'y a que ça, on verra dans 6 mois, on fera venir Néo de Vitality, il nous dira les directement. Stéphane, il serait évidemment, c'est essentiel. Il allume même pas les machines, directement. Écoutez, c'est évident, l'œil humain, vous voyez. Voilà, donc c'est un écran qui, clairement, pour pas grand monde, parce que je rappelle, 1080p 24 pouces d'ALTN, donc vous aurez pas ATN, quel bonheur. Vous n'aurez pas le rendu grand retour du TN. Cherchez sur internet Twisted Nematics. Rappeler est-ce que c'est que le TN. Non, le Twisted Nematics, c'est une façon de faire, mais c'est pas la plus. C'est une techno qui est ancienne. Moi, c'est la première que j'ai connue. Autant vous dire que c'était les grottes de Lascaux. Donc, les angles de vision sont ah non, mais c'est terrible. Sur les côtés, qu'est-ce qui se passe? Mais les TN, c'est quelque chose. Mais c'est bien de continuer à en faire parce que moi, je pensais que ça allait crever avant moi. Après, c'est aussi une course. C'est une course au chiffre comme d'habitude, parce que il y a 2 semaines, je crois que c'est la boîte AOC, je crois, qui a annoncé du 480 Hz. Non, AUO, je t'avoue même pas, c'est une boîte taïwanaise qui produit des technologies d'écran. Là, ils font peut-être des dalles. Ils ont annoncé du 480 Hz. Asus, derrière, ils arrivent. Allez, 20 Hz de plus, on fait un billet sur la table. Bon, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des réflexions, des petits looks qui sont vachement bien. Moi, on depuis d'OLED, il y a des trucs comme ça. Quand on est à vitesse, justement, on peut travailler un OLED ou autre, si on met vraiment ce qu'il faut derrière, on peut faire des trucs extraordinaires. Après, en fait, c'est pour ça qu'on a les TN qui reviennent à chaque fois qu'on parle des Hertz, parce que c'est celles qui sont les plus faciles à booster en taux de rafraîchissement. Oui, mais l'après, l'angle de vision, le machin, le truc à l'image. Elle est dégueulasse. C'est pour ça que cet écran se réserve éventuellement à une toute petite. Mais par contre, j'aimerais bien voir. C'est-à-dire que moi, j'ai envie, en effet, Stéphane Quentin, on passe Stéphane Quentin dans la boucle, je veux voir ça. Est-ce que vraiment, nous, et avec des mecs qui font du sport, et qui disent voilà, on y va, est-ce que cognitivement, ils sont un truc différent. Et il y a une réponse à ça. C'est surtout que. Vas-y. Il y a une réponse à ça avec un truc qui va vous paraître bête, c'est Dolby, qui a dit pour quelquefois, on estime qu'avec un son qui est bien enveloppant, qui est machin, qui est truc, on peut prévoir plus facilement quelque chose qui arriverait à l'image par un truc sonore qui arriverait que par l'image en elle-même. C'est-à-dire qu'on alerte dans un bon mixage quelque chose qui arriverait de façon sonore. Ouais, c'est pas bête. Et disent après la vitesse des dalles ou les machins ou les trucs, mon cul sur la commode, c'est autre chose. Mais là, on fait du travail sur le son. Sur le design sonore. Et c'est surtout qu'au-delà de ce que l'on voit, alors je ne suis pas ingénieur en réseau sur des jeux vidéo, tu vois, mais il me semble que quand tu tires une balle sur un jeu, tu la tires à l'endroit où il te semble que l'ennemi se trouve. La balle fait sa trajectoire en fonction de si tu as calcul de vélocité, une distance, ou s'il n'y en a pas, ou si c'est un laser ou machin. Mais le fait de savoir si ça touche ou pas la cible n'est pas dépendant de la position du personnage sur ton écran, mais bien du personnage sur le serveur. Tu vois ce que je veux dire ? Code, beaucoup, oui. C'est qu'en fait, l'affichage du personnage sur ton écran, c'est juste une interprétation. Si tu es sur un serveur avec du rollback de ouf. Ce que je veux dire, c'est que si tu anticipes le mouvement du mec et que tu tires avant qu'il y soit, c'est sûr que si la balle elle arrive au moment où sur le serveur il y est, fin, terminé. Nous, le travail sur l'audio. Ouais, mais si un mec s'achète un écran comme ça et qu'il est en ADSL, c'est un peu con, tu vois. Il tirera à l'endroit, il voit le mec, mais la balle arrivera derrière. Ou s'il est sur Free. C'est un peu dommage. Oh là là, c'est gratuit, ça ce qu'il a dit. Bon, Pépé, t'auras pas d'OP Free. C'est tout. C'est foutu. Donc voilà, ça sort plus tard dans l'année. Voilà. Après, n'achetez pas. On se moque. N'achetez pas, mais on a envie de tester. On est curieux. Quand même. On se moque. On est quand même curieux et surtout à chaque fois qu'il y a ce genre de gap technologique, on a toujours quelques mois de oui. Est-ce que ça sert vraiment ? Tu vois, peut-être qu'au début de la 4K, on est en mode oui. Est-ce que vraiment ? Puis à la 8K, on est en mode oui. Est-ce que vraiment ? Le 300 Hz, c'était il y a peut-être 2 ans. Ça n'a toujours aucun intérêt. Je crois que le seul truc dont on a fait mouif et qu'effectivement c'était de la merde, c'était la
3D, mais à part ça, en général, on finit par s'y faire. Non. En fait, plus généralement, c'est le genre de produit qu'on connaît bien, qui est genre le premier du marché, et c'est pas celui qu'il faut acheter. Jamais. Techno n'achète jamais le premier du marché. C'est pas une nouvelle techno, c'est une vieille Daltn parce qu'elle est facile à travailler, la Daltn. Les autres, elles sont plus compliquées. Et dans 6-8 mois, on aura une Dal IPS LCD avec le même taux de rafraîchissement. On ira sur celui-ci. Tu as donné le prix ? Il n'y a pas de prix annoncé. Il n'y a pas de prix. Une date de sortie. À vue de nez, ce sera un prix décevant. Je ne sais même pas comment a été vendu les 300 Hz, mais les c'est quoi ? C'est 24 pouces 1080p, c'est ça ? Ouais. Parce que du coup, on va imaginer que c'est un truc qui va être un peu cher, tu vois, vu que c'est un peu unique. J'imagine bien un truc autour de 600-700 balles. Bon, bref. En gros, les mecs qui en ont vraiment besoin, ils vont se le faire offrir, soit parce qu'ils font partie d'une équipe, ou soit parce que c'est des influenceurs ou machin. Voilà. Et les mecs qui sont bronzes sur LoL et qui pensent que ça va les rendre plus forts, c'est eux qui vont l'acheter alors que ça leur servira à rien. Je le prends personnellement là, ce que tu viens de dire. Ah mais je suis bronze aussi, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, il y a des gens qui pensent vraiment que ça va les rendre plus forts. Au niveau du prix, on peut avoir bien d'autres choses à changer. On va avoir un indice. Là, je suis devant un ROG 24 pouces 1080p. Alors Dal IPS, certes, 360 Hz, qui est le plus élevé chez eux en tout cas, qui est quand même à 770 balles. Donc, on peut imaginer un truc un peu plus cher. Il y a un écran 800 €. Bon, pour du TN en 24 pouces. Bon. C'est non. Mais c'est intéressant. Intéressant. En plus, moi je troll, parce que je trouve, à titre personnel, je trouve ça un peu ridicule cette course au Hertz. Je préfère largement miser sur effectivement de l'OLED et de la bête 4K à 140, à 120 Hz ou plus. Mais voilà. Mais chacun son truc. Mais c'est pas inintéressant. Otax, c'est de nouveau à toi. On va parler d'AMD cette fois-ci. Là, c'est la grosse geekerie parce que, vous le savez, on vient de le dire, c'était le Computex. Voilà. Les amis nerds, allez-y, on y est. C'était le Computex de Taïwan. Or, au Computex, c'est la terre de AMD. Donc, AMD s'est fait plaisir en présentant sa prochaine génération de SoC, les Ryzen 7000 Series. Pour vous dire, c'est la nouvelle architecture Zen 4 qu'on attendait, qui va être capable d'envoyer jusqu'à 16 cœurs 32 threads gravés en 5 nanomètres TSMC sur 2 chiplets. Donc là, on a l'Issasu qui est la grande daronne d'AMD qu'on salue, sur deux chiplets. Tout le respect que j'ai pour elle, elle n'a pas le charisme de son homologue chez Nvidia. Elle l'envoie, t'es ouf. Je trouve au contraire que c'est Madame qui arrive, tu vois. Stéphane. Je crois que si c'était Stéphane, il a pris un peu de galon. Mais donc voilà, 16 cœurs, 32 threads. L'anecdote à la con, c'est qu'ils sont cousins, Jensen. Alors, très, très éloignés, mais ils sont cousins, Jensen et l'Issasu. Voilà, derrière un nerd s'en cache un autre. Voilà, donc 16 cœurs, 32 threads gravés en 5 nanomètres TSMC sur 2 chiplets. Donc ça, c'est l'architecture qu'on avait l'habitude. Le cache L2 passe à 1 MB. Ce qui est assez ouf. On a toujours le petit chiplet réservé aux entrées-sorties, contrôleur mémoire, GPU, qui cette fois-ci est gravé en 6 nanomètres TSMC, alors que sur la génération précédente, c'était 12 nanomètres. Donc ça, rien que ça va faire un gros truc. Le GPU intégré de série est un GPU RDNA 2, ce qui veut dire que c'est la génération de GPU qui est intégrée dans la PS5, la Xbox, la Steam Deck, compatible bien sûr DDR5 et PCI Express 5.0. Et on a vu une petite démo qui est en fin de vidéo sur Tokyo Ghost, je sais plus comment il s'appelle. Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo, merci, où on peut voir que le CPU va jusqu'à 5,5 GHz sans overclock. Soit le maximum vu chez Intel, voilà, Ghostwire. En haut, on voit 5,5 GHz, ça va faire bien mal. Ne serait-ce que sur le single thread, il nous parle d'un gain de 15%, de plus de 15% de performance. Et on voit un petit rendu Blender face au Core i9-12900K, donc la Rolls-Royce d'Intel à l'heure actuelle sur la 12e génération. Il lui met 31% de plus de rapidité dans la tronche. Alors certes, c'est un rendu Blender qui a été préparé par AMD, mais bon, c'est pas le genre de truc. Mais tu vois, la timelapse, t'as pas le temps de réfléchir que Ryzen 7000 c'est terminé, alors que Intel Core i9 12900K, qui est aujourd'hui le monstre du marché, est encore en train d'attendre. Alors qui dit bien sûr nouveau SoC dit nouveau socket, même si pour le coup chez AMD on avait gardé le AM4 pendant très très longtemps
longtemps. Là, c'est bon, il est temps de changer. Nouveau socket AM5 avec 1718 broches de connexion. On va avoir un TDP max de 170 watts, mais c'est le TDP à la AMD, donc il y a un PPT qui va jusqu'à 230 watts. Ça a été reconfirmé par AMD ensuite. La DDR5 sera obligatoire. Il n'y a pas d'idée de faire un peu entre les deux, DDR4 et DDR5 compatibles. Là, ces socs-là ne sont compatibles que DDR5. Dissipateurs, par contre, les dissipateurs M4 seront compatibles. Donc au moins, même si on doit changer la carte mère et le soc, on pourra au moins garder le radiateur, ça fait plaisir. Et il y a 3 puces prévues, la B650, la X670 et la X670E, comme d'habitude, l'entrée milieu haut de gamme. Tout ça, c'est une sortie prévue en automne. On n'a pas encore plus d'infos sur les références qu'il y aura. Est-ce qu'il y aura un 8 cœurs, un 10 cœurs, un 16 cœurs, etc. Ni sur les fréquences de tous ces trucs-là, on entend encore un peu. Mais voilà, automne, AMD va remettre la claque à Intel. Donc, du coup, Intel, en début 2023, va remettre la claque. La concurrence, s'épanouit toujours plus et ça fait plaisir. Mais c'est ça, c'est qu'au moment où Intel a présenté sa 12e gène avec les cœurs PE, etc., on se disait, mais du coup, est-ce que AMD a encore des réponses? Est-ce qu'il va falloir, etc. Puis là, ils sont arrivés genre, mais mon petit, on a évidemment des réponses, enfin. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi le Mendocino, qui est une nouvelle puce d'entrée de gamme à destination des ultrabooks et de l'entrée de gamme surtout. On a une petite image pour ça. Alors, ce qui est étonnant avec cette architecture, c'est que ça va aller jusqu'à 4 cœurs, 8 threads, mais c'est du Zen 2, donc on revient à l'architecture Zen 2 qui date de 2019, mais en gravure en 6 nanomètres, une nouvelle fois TSMC, et compatibilité LPDDR5, intégration d'un GPU RDNA2 aussi, donc comme toujours la même génération que PS5 et Xbox, avec annoncé 10 heures d'autonomie potentielle sur du mix, donc pas juste en coupant tout le Wi-Fi, etc., genre vraiment 10 heures. Et l'idée de cette petite puce, c'est s'intégrer sur des PC entre 400 et 700 $. Donc des PC à 400 et 700 $ seraient capables de balancer quand même pas mal de perfs. Parce que RDNA2 c'est quand même pas dégueulasse, hein. Surtout sur le GPU, et d'avoir une autonomie de 10 heures. Ça c'est prévu pour le 4e trimestre 2022. Évidemment sur ces tarifs-là, 400-700 $, on voit des PC Windows, mais on voit surtout, et c'est le moment où j'ai glissé mon truc, des Chromebooks. Chaque fois. Hein. Vu que Chromebook accueille Steam aujourd'hui, tu vois, ça c'est typiquement le genre de SoC qui va plaire sur ces petites machines. Donc plutôt habile, je trouve, de la part d'AMD de se dire, écoutez, pour baisser un petit peu les tarifs, on va garder le Zen 2 parce que ça reste quand même puissant. On enlève la gravure, comme ça on est sûr d'avoir l'autonomie, parce que c'était un petit problème à cette époque-là. Et on te met du RDNA2 pour te faire kiffer. Pour 400 à 700 $ dans un truc, ça fait plaisir. Ce qui va être vachement intéressant, c'est qu'on aura des petits ultrabooks comme ça qui vont se défendre en jeu vidéo, quoi. Ouais. Alors, tu vois, qui vont avoir peut-être le niveau de puissance d'un globalement, Steam Deck aujourd'hui, tu vois, typiquement, où tu pourras peut-être jouer en Je pense aux étudiants, un peu moins, tu vois. Ça peut être cool aussi. Ouais, pour les étudiants. Et effectivement, si la promesse de portable à 600 $ maximum ou 700 $, avec des machines qui ne sont pas des trucs gamers, il n'y aura pas de carte graphique dédiée, mais ça va se défendre mieux qu'aujourd'hui les petits GPU qu'on a qui sont pas. Je pense surtout que ça va se mettre complètement en lutte avec les puces Intel. En vérité, sur le même truc, parce que les Intel, c'est les XE. Iris Xe, ouais, il me semblait qu'il y avait. Mais bref, on vous en a parlé sur le JDH. Visait clairement cette catégorie-là. Et là, AMD a fait quitte à vraiment mettre une claque à Intel, on va les mettre absolument partout, les claques, ça va faire plaisir, quoi, tu vois. Donc, va y avoir de la belle lutte cette année pour le coup, fin d'année. Je sais pas si vous aviez prévu d'en parler, mais vous avez vu que Samsung a mis je sais pas combien de milliards pour faire leur propre processeur. Oui, ils développent. Du coup, ils vont rejoindre un peu AMD, Intel sur ce terrain. Ils avaient déjà les Exynos à la base, mais depuis peu, en fait, ils sont alliés avec AMD pour leur partie GPU. Et là, ils commencent vraiment à investir sur la partie CPU de leur SoC. Parce que je pense que... C'est des centaines de milliards investis. Hein. Le but, c'est d'être vraiment parmi les... Le truc, c'est que Samsung est revenu sur les PC il y a peu, et aussi venu d'ailleurs sur le marché des Chromebooks en mode ultra premium, ce qui était inattendu. Donc je pense qu'en fait, leur plan à moyen terme, c'est d'avoir leur propre SoC
de pousser Windows ARM et d'avoir leur machine full Samsung. Oui, c'est ça. Et puis en plus, avec les Exynos, ils ont été ça fait quand même 2-3 ans là qu'ils sont un peu dans la sauce au niveau des perfs et tout. Ils n'arrivent plus trop à suivre. Donc je pense il y a un énorme chantier là. Ils ont tout rasé. Ils repart à zéro. 330 milliards d'euros d'effectivement investis quand même, d'investissement. Pas mal, hein. Je pensais mal entendu parce que 330 milliards, c'est ça. C'est quoi? C'est étourdissant. C'est combien de fois le rachat? C'est 6 fois Twitter. Voilà, c'est Activision Blizzard, je sais plus combien c'est. Mais on me dit dans l'oreillette que c'est beaucoup de pognon sur 10, effectivement. C'est une illimitée. Mais quand tu mets 330 milliards, t'as des petites ambitions quand même. Le truc, c'est que Samsung a toujours fait ses thunes sur les composants. Donc s'ils arrivent à avoir le CPU, le SoC entier. Leur but, c'est d'aller en 3 nanomètres, je crois. Il y a une précision importante, c'est que cette somme, en fait, ça couvre 2 domaines qui sont finalement assez différents, c'est semi-conducteurs et la biopharmacie. Oui. Ils vont énormément investir en biopharmacie, mais ils prévoient de créer 80 000 emplois d'ici 2026 pour ces activités-là. Ça crée de l'emploi, tant préparez mieux. Vos CV. Si vous voulez. Bien oui, non, mais très bien, heureusement, oui. C'est très très bien, ça promet une relance à venir qui est intéressante, mais c'est vrai que les voir faire des semi-conducteurs au moment où tout le monde en veut, c'est pas trop con, même si le temps que ça se fasse, à mon avis, il va quand même se passer quelques années et on sera peut-être plus en pénurie, on espère. J'ai vu quelqu'un qui disait un truc intéressant dans le chat, oui, ça arrive, qui disait que c'était peut-être un mauvais move de la part d'AMD de forcer le DDR5 parce que c'était hors de prix. Pour le moment, oui, sauf que le truc, c'est que cette nouvelle plateforme Ryzen 7000, avant qu'elle soit vraiment pour tout le monde, ça va être surtout pour les early adopters qui veulent passer à la DDR5. Voilà. Aujourd'hui, si t'as pas les moyens, on va dire, d'aller sur des PC à 3000, 4000 balles, ou trucs comme ça, tu prends pas le dernier Zen 3 en fait. Tu prends celui de milieu ou d'entrée de gamme qui est la génération d'avant. Tu vois. Donc ça va pousser à l'adoption de la DDR5 et c'est très bien parce que la DDR5 ça tue et justement cette adoption va faire baisser les prix pour ceux qui veulent après pouvoir s'acheter un ordi quoi. Quand sort une plateforme PC comme ça et c'est pareil chez Intel, quand il y a des cuts, quand il y a un changement de SoC ou un changement de socket un truc comme ça, c'est pour pousser les early adopters et faire en sorte que après la production s'étale pour absolument tout le monde. Donc c'est logique en fait, c'est pas choquant, c'est juste logique qui est ça. JK, je te rends la parole. Chaîne directe. Ouais, alors on va parler d'Apple aussi un petit peu quand même parce que. Mais non, Melinda, je refuse. Où est Melinda? Bah je sais, mais je suis un peu gêné parce qu'en plus Melinda, elle t'aurait décortiqué les images comme d'habitude de teaser en disant il y aura ça. Moi je vais pas faire ça. Si on remarque sur le truc qui a été envoyé qui s'appelle programmé pour bientôt, je sais pas si on le voit, au milieu, c'est des visages de profil. Attends, on va afficher l'image pour comprendre de quoi on parle. On peut avoir l'image. C'est la WWDC, le micro teasing. Ouais, donc la WWDC 2022. La WWDC, c'est la conférence Apple dédiée aux développeurs. Donc c'est le build de Microsoft, mais la version là, c'est Google I/O, c'est tout ça, voilà. Donc traditionnellement, c'est pas là qu'il y aura des gros produits. Matériel. Il y aura pas d'iPhone, on sait très bien, ça en septembre. Mais il y aura le nouvel iOS. Mais voilà, et il y aura peut-être quand même des annonces produits. On va essayer d'en faire un petit peu le point. Donc déjà, c'est quand? C'est le 6 juin. C'est le 6 juin à 19h, pardon, en française. Donc, enfin, ça commence, ça dure plusieurs jours, hein, bien sûr. Donc, il y aura la keynote d'ouverture. Donc, c'est ça qu'il faut suivre pour le grand public parce que. En gros, c'est un peu comme le 3. Une keynote d'ouverture et après, pendant plusieurs jours, les développeurs peuvent poser des questions et travailler un peu avec Apple pour très spécifiques sur certains sujets. Pour s'approprier, en gros, les nouveautés de iOS de manière à bosser dessus tout l'été pour qu'en septembre, octobre, quand sorte le nouvel iPhone, tout soit déjà prêt. Et là, cette année, donc, comme l'année dernière, bon, c'est essentiellement virtuel. Apparemment, pour la keynote d'ouverture, il y aura quand même une partie publique. Il y aura des gens qui pourront assister sur place. Donc, il y aura. Ce sera pas une vidéo. Il sera présent. Ce serait bien, mais non, je crois pas. Je pense pas. Sinon. Quoi, on a ouvert JVTech pour envoyer des mecs. D'ici 2 semaines, si je serais au courant, si je pouvais aller à San Francisco, je serais content. Mais si Apple nous écoute, il n'y a pas de problème. Mais bon, ça me paraît compliqué. Donc, il y aura a priori, ça c'est des extraits évidemment de l'année dernière, mais il y aura a priori donc une présentation sur scène. Ce qui n'est pas arrivé depuis quand même très longtemps chez Apple, donc ce sera rien que pour ça sera peut-être le coup de le suivre. Ah oui, c'est vrai qu'ils font des vidéos depuis un moment. Oui, d'accord, c'est ça que tu appelles sur scène. Oui, quand je dis sur scène, c'est live avec du public. Quel est l'intérêt pour eux de le refaire sur scène? En fait, ils maîtrisent tellement bien l'exercice de la vidéo. Je sais pas. Il y a une question d'ambiance quand même. Quand même. Ouais. Parce que nous, quand on voit les gens, on se dit pourquoi les gens écrivent, pourquoi les gens ils font cible. Mais quand t'es dedans, tu vis un truc. La vérité, c'est pourquoi les gens écrivent, parce qu'il y a un billet qui a été glissé à 3 mecs dans la salle. Chez Apple, il n'y a pas besoin. Comme fil de pour Apple, il n'y a pas besoin. Les mecs sont chauds. Tout seul. Bah oui. Ah oui, ça gueule. Et puis, de toute façon, les gens qui gueulent, souvent, c'est le staff d'Apple. Hein. Moi, je me souviens, quand tu vas à une conférence à l'E3, tous les gens qui gueulent le plus, c'est les gens de Microsoft.
Les gens de Bethesda, voilà. Énorme. Parce que c'est leur pote qui est Bah sur oui, la parce scène. que c'est leur staff. J'ai des flashbacks de Bethesda, là, je Bah voilà, n'en peux plus. Là. Voilà, c'est ça. Bethesda, c'était n'importe quoi. Et donc voilà, donc a priori, alors c'est dommage qu'on n'ait pas le petit teasing. Il faudra aller sur JVTech pour retrouver la news, parce qu'en fait, au milieu, on voit un visage de profil avec des lunettes. Lunettes, ça fait un moment visage de qu'on entend profil parler avec des lunettes. Et en fait, il y a. Tu crois vraiment que c'est... Non, en vrai, je n'en sais rien. Je sais pas. Mais en fait, on parle beaucoup. Ça fait des mois, des années qu'on parle d'un casque de réalité augmentée, réalité virtuelle fait par Apple. Il serait assez logique de le présenter finalement une WWDC, puisque comme c'est un truc sur lequel pour le moment il n'y a aucune application existante, tu n'auras que ce qu'a prévu Apple ou rien d'autre. Donc finalement, le présenter à une WWDC pour dire voilà l'objet, voilà le kit de développement qui va avec. Ça sort bientôt, on vous donne pas de date, mais bossez dessus les gars, parce qu'il y a les kits de développement dispo. C'est complètement l'idée. En fait, ce qu'on sait, c'est que récemment, en plus, il y a eu des membres du board d'Apple qui ont eu le droit à des démos, à essayer un kit de développement de. Donc ça existe. Le truc, voilà, c'est cette fameuse image. Vous voyez au milieu là, c'est le seul qui a un casque, donc enfin pas un casque, des lunettes. Bon. Je fais ma Melinda, mais c'est pas un hasard non plus. Apple ne laisse rien au hasard, jamais. Les couleurs, si Melinda était là, elle nous parlait des couleurs, mais là je vous avoue que ce jaune, ce vert, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà, et en fait, donc ce kit de développement, enfin ce kit, ces lunettes, on va appeler ça lunettes, existe, on le sait à peu près. Ce qui est vraisemblable, c'est qu'il n'y aura peut-être pas non plus il y aura pas de produits commerciaux présentés à la WWDC, c'est sûr. Par contre, il y aura peut-être des démos voilà, vous êtes développeur, voilà ce que vous pourrez faire avec notre futur kit, avec des démos, alors peut-être bullshit, tu vois, mais... J'ai une théorie pour les différentes couleurs des personnages. Est-ce que c'est pas... On avait parlé il n'y a pas très longtemps, justement, d'une évolution des reconnaissances de tons de couleurs humaines, entre effectivement les noirs, les asiatiques, les blancs, etc., de manière à ce que l'IA apprenne mieux. Est-ce que Apple n'arriverait pas justement sur ce délire-là, mais ils mettent des couleurs d'iPhone? Je pense que tu pars un peu loin, mais ça se trouve ça va juste être des nouvelles couleurs pour des MacBooks, tu vois. Mais non, je pense pas. Excusez-moi d'espérer un truc utile. Écoute, pourquoi pas. Pardon. Non, mais alors, donc voilà, donc ça fait partie des trucs les plus insistants. Alors. Moi, je suis partagé. Il y aura peut-être effectivement, ce sujet sera évoqué, mais effectivement, il n'y aura pas d'annonce concrète de produits. C'est à peu près sûr. Bon, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'évidemment, on aura des longues présentations d'iOS 16, de prochaine version de macOS, prochaine version de WatchOS. 16 pas de tvOS. iOS 16, ça y est. On arrive à iOS 16. Il y a très peu d'infos pour le moment sur iOS 16. Il y a Mark Gurman, qui est vraiment un journaliste qui bosse chez Bloomberg, qui a toujours plein d'infos sur Apple. Même lui, tu vois, il dit iOS 16, il ne faudra pas vous attendre à la révolution. Ça va être vraiment une petite refonte gentillette par rapport à iOS 15. Ils vont améliorer le système de notification qu'ils avaient déjà largement boosté sur iOS 15 avec, vous savez, les fonctions de ne pas déranger quand tu es au travail, etc. Ça marche plutôt bien. Peut-être les widgets un peu qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. Ça bosserait un peu sur les widgets. C'est vraiment plein de petits raffinements de ce qui existe déjà. Une nouvelle version de l'App Santé aussi, puisqu'ils vont continuer à miser à fond sur le fitness avec Fitness Plus, etc. Pareil pour iPadOS 16, qui lui apparemment miserait beaucoup plus sur le multitâche, ce qui est logique aussi. Ça va dans le sens de ce qu'ils font depuis un petit moment avec l'iPad, puisqu'ils veulent clairement en faire un ordinateur aujourd'hui pour travailler. Donc ça, ce sera à voir. Niveau produit, il y a quand même beaucoup de trucs qui parlent des nouveaux MacBooks, avec peut-être la puce M2 qui serait présentée. Faut se rappeler que la puce M1 avait été présentée dans les MacBooks en novembre 2020, donc c'était pas à la WWDC. Je sais pas. Là, il y a plein de choses qui font que Apple serait prêt en fait à présenter la puce M2, la puce serait prête, etc. Soit dans un MacBook, soit dans un Mac Pro, qui serait une sorte de Mac Studio version XXL. Vous vous souvenez, le Mac Pro, c'était cet énorme ordinateur, ordinateur surpuissant. On peut imaginer que le Mac Pro soit une sorte de Mac Studio plus gros avec la puce M1 Max Ultra Prime, je sais pas comment ils vont l'appeler, mais tu vois. Donc soit ça, soit une puce M2. Moi je crois pas trop à une présentation tout de suite des puces M2 avec les MacBooks. Il y a beaucoup de choses qui parlent pardon, je termine, qui parlaient des MacBook Air, notamment avec une encoche. Je sais pas si on a déjà vu plein de designs qui avaient un peu fuité, alors qui sont plus ou moins vrais, mais tu vois, mais avec un système d'encoche, un truc très très fin, et une encoche à la iPhone, un truc un peu étrange, mais pour que Face ID fonctionne dessus. Faut voir quoi. Ok, on verra. Pas ça forcément déconnant qu'ils présentent l'M2 maintenant, et je ne pense pas que s'ils le présentaient
coûter, je ne pense pas qu'ils le feraient avec du hardware. Voilà. Ce serait juste, genre, on a prévu de mettre cette puissance, de mettre ces Tensor Core, de mettre ces trucs-là, tu vois. Et les développeurs commençaient à penser à ça parce qu'en novembre, on a les nouveaux MacBooks qui arrivent. Si vous vous êtes interdit des trucs parce que c'était trop puissant, on arrive, allez-y. Voilà, tu vois. Okay. Bah, c'est ça, il ne faut pas oublier que c'est une conférence développeur. Donc, il y aura forcément des démos de techno. Voilà ce que vous ferez avec notre future puce. Voilà ce que vous ferez peut-être avec notre kit de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Mais je ne suis pas sûr qu'il y aura du produit concret en disant voilà, ça sort dans 2 semaines. Quoi. Ça m'étonnerait. Traditionnellement, c'est pas ça. Par contre, comme une Google I.O. ou une Build, même si Google I.O., pour le coup, il y avait plein d'annonces produits à l'époque, enfin, il y a 2 semaines, 3 semaines, ce sera vachement intéressant à suivre pour voir voilà, ce vers quoi Apple va aller en termes d'expérience utilisateur. Quoi. Voilà, il y a touche à rien. Hein. Et le plateau qui s'écroule, tout va bien. Le plateau s'écroule, on est bien. Évidemment, on ne pourra pas suivre ça en direct, ou en tout cas, on pourra le suivre en le regardant sur le site d'Apple. On ne pourra pas retranscrire. Nous, on ne pourra pas le couvrir, ou alors sans les images, donc on ne le fera pas. Et ça on sent qu'à chaque fois, t'es vénère à chaque fois. Ouais, j'ai envie de tout péter, ça m'énerve. C'est vrai que c'est chiant, mais bon. Chiant. Et voilà, donc, et pour info, c'est contrairement à avant la pandémie, comment dire, on peut suivre la Google I.O., n'importe quoi, WWDC gratuitement en ligne pour les jours à venir. Donc vous pouvez même assister à d'autres conférences, etc. Si vous êtes développeur Apple. Cool, hein. Si vous êtes passionné. Voilà. Ou très très passionné. Très passionné. On a terminé pour les news. On s'est déjà dit pas mal de choses, les amis. On est déjà presque à 1 heure d'émission. Il est temps de donner la parole. On a déjà fait 1 heure, non? Le retour de Chris Rodrigues. Il te reste 1 heure. Non, mais il faut qu'on participe ensemble parce que j'aime pas faire les trucs tout seul de toute façon. On est super. On n'a jamais ton retour à l'heure. Je voulais dire un truc parce que c'est vrai qu'il y a des choses que vous dites. Quelquefois, c'est pas totalement les choses dans lesquelles je suis parce que c'est pas totalement mon métier. Mais vous le dites d'une façon. C'est pas de la lèche, hein, c'est vrai. Je bois les paroles parce qu'il y a un côté où il y a une mise en scène derrière. On a envie d'en savoir plus. Donc je dis bravo. Il y a un côté très théâtral. Je sais de quoi je parle. Donc alors à fond quoi. On s'inspire des meilleurs Pépé. Bien sûr. Arrêtez votre sketch. Je vais vraiment vous baffez vos gueules. Lui, pour commencer aussi, là le boss. Bon allez, on va pouvoir partir sur les aventures de Pépé. C'est comme ça que c'est écrit dans ce runner. J'ai hâte de découvrir tout ça. Petit jingle dossier. On est parti. Je me dépêche. J'ai un gigot. J'ai un gigot sur le gaz quand même. Bon, alors oui, je suis content. Je suis content parce que je suis allé dans des endroits où je ne pensais pas aller depuis maintenant. Je me suis dit, est-ce que d'abord, les salons dans lesquels je vais vous parler, est-ce qu'ils allaient revenir ou pas? Parce que le problème de ce que j'ai pu faire quand j'étais pas là, c'est qu'on s'est tous demandé si au bout de 2 ans, des salons allaient ressusciter. Oui. Parce que 2 ans sans, vous avez des problèmes de trésorerie, de marques qui se détournent, qui disent, ça fait 2 ans, c'est pas ça que l'industrie continue sans ces salons. Tu te dis, ils vont pas revenir. Le 3 RIP, par exemple. Voilà. Donc moi, mes questions actuellement, c'était quels sont les salons qui ont survécu. Et là, j'en ai fait 2 qui ont survécu et qui sont arrêtés pendant 2 ans, donc c'est admirable. Et justement, je suis allé de bon cœur. Par contre, ils sont soudés, c'était un à la suite de l'autre. Donc c'est pour ça que je suis parti un petit moment. On va commencer par un truc. Avant qu'on envoie les images, c'est un salon qui est particulier. Je vais vous montrer. J'aurais peut-être du mal à le passer. Je ne sais pas comment on fera, ou si on le fera ou pas dans le récap. C'est un salon sur la hi-fi haut de gamme. Attention, la hi-fi haut de gamme, mais dans le sens des produits qui ont l'air d'être old school, mais qui sont en même temps parfaitement connectés, parfaitement AirPlay 2, machin, un truc. Mais dedans, tu as de tout. Tu as des produits qui sont très old school et d'autres, tu te dis, ils ont l'air d'être des vieux bousins. Et quand tu vois ce qu'il y a dedans, tu dis, c'est pas possible, quoi, les trucs. Ils sont en intégration, en machin, en Wi-Fi, en truc. Et c'est là où les fabricants la jouent de façon assez folle. Ça ressemble un petit peu à ce que tu avais fait avec son vidéo, le salon, il n'y a pas très longtemps à Paris. Là. Voilà, c'est une sorte de pendant de ce qui a été fait avec le PAVS, donc Paris Video Show, où tu étais allé voir des produits soumis, dont on parlait tout à l'heure, avec plaisir. Et oui, tu vas voir. Mais là, c'est un peu ça. Donc, on va envoyer les images. Donc, je vais me retrouver à l'entrée du salon de Munich. Regarde comme c'est beau, Munich. Là là, ça c'est tellement allemand, ce genre d'architecture. Mais tout à fait. Mais c'est gothique. C'est gothicos. Qu'est-ce que c'est beau. Et puis les gens J'ai envie de mettre des pointes autour du cou et de m'habiller en noir. C'est génial. Laissez-moi sortir au secours, trouvez-moi quelqu'un. Alors là, on arrive devant le salon qui s'appelle, j'avais pas encore donné le nom, le High-End. Le monsieur que je pointe est super important. Il s'appelle Alan Parsons. Et Alan Parsons, c'était quand même c'est le géant. C'est le géant, c'est le mec qui était l'ingénieur du son, notamment de Pink Floyd pour The Dark Side of the Moon, et qui est un des meilleurs musiciens et un des meilleurs ingénieurs du son, et qui est le parrain
de ce salon. Il est un peu pionnier sur l'électro. Il est pionnier sur... Non, l'électro, ça serait plutôt Moroder ou Kraftwerk ou des gens comme ça, ou Klaus Scholz. Là, on va commencer par des trucs très soft. Vous allez voir, Project est une des plus grandes marques de platine au monde et qui va lancer dans peu de temps la platine qui s'appelle Metallica. Alors les fans de Metallica... parce que je suis en mode incroyable. Alors là, c'est des platines pour commencer. Je commence avec les platines. Hein. Donc c'est des produits qui sont... Excusez-moi, mais on dirait tout pour faire des crêpes derrière. Moi, je fais des crêpes sur le truc d'avant. Donc regardez un peu, quand on voit cette débauche de tous les côtés, ça c'est Project. Donc ils font des platines qui commencent à 250 €. Ah ouais. Et ils vont vers des trucs qui sont oufissimes. La plupart sont des platines que vous voyez ici, vous voyez la courroie. Où c'est en 16 millions. Mais attends, parce que pour moi, 250 € pour un produit qui... Non, c'est pas ça. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est 300 € par exemple. Ça, c'est la platine des Beatles, Yellow Submarine, qui existe donc. Vous avez de tout. Alors, vous avez également les platines qu'on peut placer en verticale sur les murs. Oh, marrant ça. C'est super. Je t'en ferai venir une ici. Très stylé ça. Oui, une platine verticale. Alors, c'est le salon en même temps des baladeurs audio. Alors, les baladeurs, il y en a des wagons. Et une des marques stars, c'est Aston & Kern, qui balance des nouveaux baladeurs avec des casques hors de prix pour les écouter. Parce que le but de la manœuvre, vous allez voir tout à l'heure, c'est le Can Max. Le but de la manœuvre, c'est que les gens qui viennent dans ce salon, c'est à la fois des professionnels qui viennent écouter. C'est pas ouvert au public, on est d'accord. Moi, je ne le pense pas. Si on peut acheter, on peut acheter des entrées. Mais autrement, on peut. Oui. C'est assez peu grand public. C'est plutôt pro quand même. C'est plutôt pro. C'est pas très grand public. Et donc voilà. Ce qui se passe, c'est qu'on a ce type de produit chez Aston & Kern. Vous voyez dans la main, pauvre 2000 €. Le Pathfinder, c'est de l'hybride avec double chambre acoustique. Enfin bref, c'est des produits haut de gamme. Mais là, c'est pour vous appâter. La suite est beaucoup plus drôle. Donc, on est sur ce type de produit. Là, on n'est pas encore sur les produits hybrides qui sont connectés ou autres. Ils vont arriver après. Ça, c'est encore des produits qui sont, allez dire, dans l'obédience, de la haute fidélité. Alors, ce qui est intéressant quand on va dans ce type de salon, Meze, qui est une marque très très connue maintenant, il y a beaucoup de gens qui achètent du Meze. On peut écouter n'importe quoi. Ça, tu te pointes, tu prends n'importe quel casque, tu choisis ton électronique. Donc, tu dis voilà, je veux une électronique à tube, je veux une électronique classique, je veux un produit connecté, je veux le mettre sur un Mac avec Cobuzz ou Apple Music. Tu peux faire ce que tu veux. Tu prends ton matos, tu vas à tous les côtés. Là, c'est l'Empyrean, il coûte 3400 € le casque, donc bonjour l'ambiance. Pardon ? Oui, il coûte 3400 €. Alors tu vois, regarde, tu as toutes tes plateformes ici avec tes Macs. Et puis là, c'est les gros délires. Le moment où on met de l'audio dans des trucs improbables. Donc ça, c'est pour toi, Marc, je l'ai demandé. Le casque, du Mercedes, parce que c'est du son. Regarde, ce sont des haut-parleurs. Et le clou du spectacle, Lamborghini. Et c'est fait avec Lamborghini. Voici une enceinte. Oh la vache. C'est d'un goût incroyable. C'est Bumblebee en fait. C'est Bumblebee. Mais le son est bon là-dedans. Ah bah c'est du 6.1 virtualisé avec du Bluetooth, avec des DAC 24 bits dessus. Ça coûte 24 500 €. Mettrais ça dans un resto un peu diner américain. Regarde Max. Mais il est en promo. Je crois que c'est à 23 000 en ce moment parce que regarde tout à l'heure, il est en promo. Regarde. Il est en promo. Mais alors attends. On est d'accord que tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est pas des énormes innovations techniques, c'est surtout du design. On met des trucs de ouf dans des designs marrants, stylés. Alors Max, tu as raison, parce qu'à la base, qu'est-ce qu'on va réinventer en audio ? Pas bon. On va pas aller bien loin dans l'invention même de l'audio. Le côté pur, la qualité du son, on a atteint. On est arrivé à quelque chose de plafond de verre, vous allez le voir tout à l'heure, parce que là, c'est encore des produits. J'en ai à 1 million d'euros tout à l'heure. Et là, c'est le modèle. Voilà, c'est fait chez Lamborghini quand ils ont fait ce truc. C'est fait à la main, quoi. C'est fait en Italie, c'est fabriqué en Italie, fait en Italie. Avec Lamborghini, c'est le circuit Lambo. Il y a des gens qui ont dit c'est un produit. Non, c'est fait en Italie, made in Italy, avec toute la bande. C'est marrant. C'est marrant. Et donc, regardez, on arrive sur les délires. Alors là, c'est Once. Donc, sur des enceintes, même chose. Il y a des délires esthétiques, des délires techniques. Ça, c'est un produit, je l'estime, entre 20 et 25 000. Ça, c'est une enceinte Bluetooth à 10 000 €. C'est un gramophone à l'ancienne. Enfin, ça prend le design des vieux gramophones. Voilà. Tu vois, il y a plusieurs couleurs, il y a un petit truc. Là, on attaque les enceintes extrêmement chères. Ça non, mais... Voilà, les platines vinyles qui commencent à coûter 40, 50, 60, 100 000 €, stabilisées, parce qu'on sait très bien qu'en vinyle, l'ennemi, c'est la vibration. Donc, vous avez ce type d'enceinte. C'est un régal à écouter. Moi, j'ai une question quand même. Enfin, si on peut faire une toute petite pause. Petite pause, mon petit loulou en régie. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'acheter une platine à ce prix-là ? C'est con comme question. Moi, j'ai une platine Sony. C'est pas con. Je sais pas combien, mais voilà. Mais pourquoi acheter une platine ? Pourquoi mettre autant d'argent ? Parce que moi, ça fait des années que je questionne un peu la profession. J'ai dit, les gars, alors, eux, ils me renvoient une réponse. Mais quel est l'intérêt d'acheter une bagnole qui coûte 300 000 €? C'est parce qu'il y a une passion, il y a le fric derrière. Et bon, voilà. Alors, l'idée, c'est toujours... C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Ça sert à rien, une Lambo. Hein. L'idée, ils te disent, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont des sacs de luxe ou des trucs qui coûtent une fortune ? Parce qu'il y a des clients pour ça. Mais là, dans l'audio, il y a quand même une notion de mecs qui ont envie... Les gens, je les vois, ça fait des années que je fais ces salons-là. Et ils rentrent, ils savent très bien qu'ils ne vont pas acheter.
Bah oui, ils veulent Bien c'est sûr. pour les yeux. Pour se faire rêver, Tu vas quoi. pour- Tu veux Ah, ouais, quoi. rêver, et puis peut-être un jour, c'est- si la vie fait que, tu l'auras. C'est comme les gens qui vont au salon de l'auto et Mais ils c'est vont voir les concept cars. exactement le même concept. Bien sûr. Moi, j'ai vu des gens dans ce salon-là, parce que ça fait 3 ans que c'était pas revu, les gens en plus, de salons qu'on sautait. J'ai vu des gens on a envoyé de la musique dans une salle, c'est de la musique classique, moi je connais pas trop tout ce qui était envoyé, sur des grosses enceintes avec une électronique de. J'ai vu un mec chialer à côté de moi. Ah ouais. D'émotion. Ah, mais chialer. ça je comprends. D'émotion. Il me dit. Je peux comprendre. Il était submergé par la qualité audio. D'accord, mais ma question, c'est moi, par exemple, je parle de mon cas personnel. J'ai une petite Sony qui, je sais pas, doit coûter 300 balles, un truc Mais comme bien, ça. t'as raison. Que j'ai branché à une enceinte Bluetooth. Mais Franchement, oui. voilà, ça me suffit. Mais oui, Romulo. Est-ce que si j'achète une platine vinyle à 24 000 € mais que je la mets quand même sur mon enceinte Bluetooth, c'est une très mauvaise idée, on est d'accord. Non, mais est-ce que. Non, mais en termes de qualité sonore, quel est l'intérêt par rapport. Mais je parle de qualité sonore, tu vois. Est-ce qu'il y a une vraie différence avec une platine Sony Mais oui. Non, mais oui. Oui, quand même. change beaucoup. Non, sincèrement, oui. C'est-à-dire que là, Faut que tout le circuit suive, mais ce que tu as vu tout entre à la l'heure, source, c'est les câbles l'unité. et tout. mais- C'est-à-dire quand tu commences à avoir ce type de platine, tu as vu les enceintes à côté, tu n'as pas vu encore l'électronique, je te l'ai montré tout à l'heure. C'est l'idée de se dire, dans ce salon, ça part de 100 € jusqu'à 1 million d'euros le produit. Ouais, Tu as des produits à 100 €, tu as des petites enceintes et tout, où les gens peuvent en effet se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on s'appelle telle ou telle marque, on fait des petites enceintes. Ils ont un petit JBL à 20 balles, là. Ou des Celui à 1 million, c'est juste pour dire je possède Voilà. des thunes. où tu as des Je petites suis à enceintes l'aise tu vois, financièrement. chez Bose à pas cher qui sont intéressantes. Mais l'idée, c'est vraiment un salon où on sacralise une des émotions. Ça peut paraître bête puisque je parle d'émotion et je lis émotion à tarif, parce que la personne sur ce salon ne parle de prix. Qu'on soit clair. C'est grossier, c'est un gros C'est mot de parler. vulgaire. Oui, c'est vulgaire. Vous êtes vulgaire, monsieur. Vous êtes vulgaire. Sortez. Il y a très peu de prix qui sont indiqués, sauf sur En même temps, platine, quand tu commences à vendre des trucs à 20 000 balles, alors que tu peux accéder à quelque chose qui est pas infiniment moins bien pour 300 balles, effectivement, on te vend de l'émotion. On va pas te vendre du pragmatisme, il y en a pas. Évidemment, oui. L'idée, c'est d'abord, il faut savoir un truc important concernant justement l'aspect cognitif de notre corps et cerveau. L'idée de la qualité audio est subjective également. Ça dépend de la perception, de tes attentes, de comment tu es au moment de faire une écoute. C'est pour ça qu'on met les gens en condition. Vous allez voir des salles tout à l'heure qui sont prévues pour. On place les gens 5 minutes avant dans le silence pour que justement l'oreille soit déjà calme. On envoie la musique tout doucement, rien de Rituel, fort quoi. pour pas qu'il y ait de blast. Ah, des j'ai trucs vraiment comme ça. tout étudié. Quand tu présentes des millimètre, enceintes quoi. qui font 2 fois ma Oui, taille, oui, qui sont faits à la main. Tu balances pas un vieux MP3 compressé. Allez les gars, balance le buzz, gars. Allez, direct. Fais-toi Tu plaisir. te démarres pour que le mec, quand il sorte, il se dise pas 20 000 balles, mais j'ai mal aux oreilles. Merci, c'est ça le truc. Donc l'idée, c'est un salon de puristes, mais en même temps, c'est un salon qui donne des directions sur la hi-fi haut de gamme. Parce qu'à la base, je ne sais même pas si les gens savent ce que veut dire le mot hi-fi, parce que ça ne veut peut-être plus rien dire pour certaines personnes qui nous regardent. Mais c'est la notion d'haute fidélité qui est vraiment très populaire, notamment en Grande-Bretagne. En France, on a beaucoup de marques qui font de la hi-fi très haut de gamme et qui fonctionnent très bien. On a des enceintes focales qui sont des monstres, qui coûtent une fortune. On a vraiment là-dessus. La Grande-Bretagne, l'Allemagne est très sensible au son, et l'Asie. L'Asie, tout ce qui est le Japon et autres, où on n'hésite pas à économiser. Là, c'est une débauche. Il faut savoir que les produits sont quelquefois faits à l'unité. Et moi, j'ai parlé à des gars qui font des produits à l'unité. Il me dit, certaines platines Project que j'ai vues, parce que j'ai interviewé le boss déjà plusieurs fois, il me dit, même si je la fabrique à l'unité, j'en vends une, je sais que je vais faire plaisir à une personne. Tu vois, la philosophie n'est pas la même parce qu'ils vont produire dans la même gamme des produits à 400 € qui feront leur fonds de commerce. Mais eux, ils veulent également proposer ça. Et l'idée, c'est vraiment l'émotion. Alors, on va repartir un petit peu sur la suite du reportage. On va monter un petit peu, j'ai fait exprès de monter un petit peu en gamme. Là, on est avec Focal, marié avec des produits... Parce que là, c'était de l'entrée de gamme. Alors là, maintenant, 20 c'est 000 entrée de balles, gamme. pour les gueux. Hein. Ici, entrée de gamme, Technics. Les petites platines Technics, Technics, voilà, les SL. Alors, elles sont Elles toutes sont les belles, couleurs. elles sont Maintenant, je super crois que tout le monde les connaît dans la profession et le monde entier. Donc ça, c'est des trucs qu'on voit aussi. Et figurez-vous, les filles ont énormément de respect pour Technics. Ça, c'est combien environ une. Là, on les trouve à partir de 900 €. Celle-ci. Ah, quand même, ah oui. La rouge tourne plus vite Et d'ailleurs. regarde, un voilà prix un pour exemple une- type, Yamaha, Ça va plus marque vite quand connue. c'est rouge. C'est un ampli qui a l'air d'un old school. C'est roots, ouais. C'est une bête de compétition, de connexion, connectivité, de cobos, tout s'affiche en bas. Il est AirPlay 2, il peut se mettre en réseau. Mais il a l'air d'un produit old school. Et c'est une bête qui peut s'associer à n'importe quel système et s'intégrer en domotique. Cette volonté de garder un design à l'ancienne, c'est une marque de fabrique. C'est une marque de fabrique. Regarde, Ouais, on l'a installé exprès dans un endroit moderne. C'est produit maintenant. Il faut savoir que si la hi-fi a une réputation d'être un truc old school à papa, c'était les premiers produits qui étaient quand même connectés et à mettre en réseau. C'était les produits hi-fi. Mais le côté old school, j'imagine que c'est aussi parce que la majorité des acheteurs sont des mecs qui ont plus de 50 ans. Yes. Donc, Yes. Non, mais faut flatter leur nostalgie. alors là, vous avez un Mais exemple t'as d'une salle sur le salon. Hop, c'est une salle, tu rentres dedans, il ferme tout, elle est isolée. Tout est acoustique. Tout est acoustiquement isolé, tu fermes, t'écoutes, tu t'assois.
Ça, c'est des produits qui commencent à coûter très très cher au fur et à mesure. C'est des exemplaires uniques. Ça, c'est très années 60. Bah ouais, complètement. Et voilà, les électroniques qui sont hors de prix. On attaque, regarde les 2 amplis mono en bas. Et t'écoutes ça, tu meurs. Parce que vraiment, on dirait un moteur de bagnole. L'idée, c'est d'avoir une transparence. C'est-à-dire que t'écoutes de la musique, mais tu dois oublier l'outil. C'est une marque qui s'appelle Vivo, je sais plus, c'est Vivid Audio. Et eux, ils font du design et en même temps ça fonctionne. Voilà, ça c'était mon petit reportage, mais c'était vraiment un moment étonnant parce qu'à chaque fois il y a une sorte de magie quand tu rentres là-dedans. Tu te dis pas, les gens ont vraiment un comportement particulier. C'est pas un comportement que tu peux trouver dans certains autres salons. Là, les gens, c'est pas une secte, c'est pas religieux, mais c'est l'idée, on veut de l'émotion, bordel. En fait, tu parles de salon, mais ce que tu me dis me fait penser festival, tu vois, dans le sens où on arrive, on est tous surfans d'un truc et on va en communion, qui fait quoi. C'est un festival, les gens, et puis tu n'as pas des gens qui sont dans la critique immédiate. Ouais, c'est de la merde. T'entends pas c'est de la merde dans les couloirs. T'entends oui, alors là, je pense que Même les Français critiquent pas comme ça. Ah non. Maxildan là-dedans, à mon avis. Faudrait que j'amène Maxildan pour qu'on entende. Ouais, voilà. Donc, non, mais un de ces cas, au salon de l'EFI, justement, à Paris, où t'es pas resté beaucoup les dernières fois, je veux te faire écouter des choses dans des salles. Mais pas uniquement du home cinéma, mais des salles où vraiment ils vont te passer un morceau de ton choix et tu vas l'écouter avec ce type de système et tu vas dire, ouais, ok, là il se passe un truc. Est-ce que j'ai vraiment envie que tu me fasses dépenser de l'argent? Non, pas dépenser. Parce que toi, ton problème, c'est que la première question. Le problème, c'est que je vais m'asseoir dedans, je vais faire. Voilà. Oui, je peux plus m'en passer. Et tu vas dire c'est combien? Tu vas dire quoi? C'est de la merde. On va trouver des trucs raisonnables. Attends, voilà. J'ai déjà des outils raisonnables. D'ailleurs, Pépé, t'as acheté un petit truc ou pas? Non, parce que t'as rien acheté. J'ai pas la thune pour ça. En vrai, des trucs à 20K. Ouais, pas 20K. Pour un mec qui prend pas dopé, c'est chaud. Je peux pas. Tu vois, l'idée, pour les gens qui n'auraient pas l'argent pour acheter en effet un système aérien, donc ouvert dans une pièce, dans ce cas-là, il y a le baladeur. Et il y a un casque haut de gamme qui va permettre d'avoir des sensations plus proches encore que d'une salle d'écoute qui ne sera pas customisée et qui permettra d'avoir un son étonnant. Il y a des produits chez Focal, chez Final Audio. Moi, j'ai des casques Final qui coûtent une blinde parce qu'on les a achetés à Tokyo. Je mets un baladeur, je sais très bien que j'ai autant de plaisir qu'avec ce que j'ai écouté, qui va coûter 150 000 € mais dans une pièce. Parce que l'idée de la pièce, c'est que la pièce, tu l'écoutes aussi. C'est pour ça que tu as des trucs customisés avec des panneaux acoustiques de partout. Mais c'est vraiment l'idée de festival. Comme tu dis, les gens qui rentrent, ils ont envie de voir des beaux produits, ce qu'ils considèrent eux comme des beaux produits, et en même temps prendre de l'émotion. C'est-à-dire, ils viennent avec, ils se mettent sur Apple Music, ils disent voilà, j'aimerais tel morceau que je connais, ils s'assoient, ils cherchent l'émotion. Le prix est secondaire. Mais finalement, je trouve que c'est ultra grand. Enfin, c'est ultra grand. Parce que moi, par exemple, je suis pas un spécialiste du son, mais j'ai trop envie d'y aller, quoi. Ouais, pareil. C'est ultra grand public, en fait, je pense. Tu peux rentrer dedans. Tu peux arriver parce que tu as vu les designs, super beaux. Tu dis putain, le son, tu vas découvrir des sons que tu n'as jamais entendus. Enfin, tu vois. N'importe quelle salle, tu rentres dedans et tu choisis ton électronique. Et tu écoutes ce que tu veux. Je trouverais ça pas mal d'avoir quelque chose qui pousse un peu les plus jeunes à aller voir ça. Parce que j'ai l'impression que c'est un truc, comme tu dis, pour faire kiffer papa, tu vois, mais. J'ai un peu l'impression qu'on s'est habitué, alors ça fait vraiment vieux con ce que je vais dire, mais tant pis, notamment les plus jeunes générations, et je m'inclus dedans, même si je suis plus si jeune que ça, on a beaucoup écouté de la merde et grandi avec, en termes de qualité sonore, notamment les petits baladeurs MP3 dégueulasses, téléchargés, avec des sons téléchargés sur Casa et tout. Quand t'es jeune et que t'as pas trop de thunes pour dépenser, c'est normal que tu fasses ça. J'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'est habitué à se satisfaire d'un son médiocre, pouvoir entendre quelque chose de meilleure qualité pour dire ah d'accord, en fait ce son que j'adore c'est pas vraiment celui que j'écoute depuis des années, en fait c'est ça vraiment tout ce qu'il y a dedans, te permettre de mesurer un peu l'écart qu'il y a entre ce que tu écoutes sur tes plateformes de streaming très simple de le faire. Et un système plus cher certes, mais pas forcément hors de prix. Je trouve que ça a un intérêt, tu vois. Une façon très simple de le faire, c'est aujourd'hui, t'as le cinéma qui te sert pour l'image, mais t'as pas vraiment ça pour l'audio. Non, mais tu vois, le truc, c'est qu'il y a pas mal de gens qui... j'ai fait des essais sur des morceaux connus, comme Thriller de Michael Jackson, qui est extrêmement bien enregistré, et j'ai fait écouter ce même morceau, que tout le monde connaît peu ou prou, hein, le Thriller de Michael Jackson, et tu le fais écouter au casque avec vraiment une très haute qualité, et le premier truc, les gens, je savais pas qu'il y avait autant d'instruments. Répète-toi la phrase. Elle veut tout dire. C'est tous les détails, tous les qui passent d'une enceinte à l'autre. Et tu peux pas l'avoir. C'est ce détail d'enregistrement, parce que le mec a enregistré, l'album s'appelle Bruce Sweden, et c'est un des meilleurs ingénieurs du son qui est malheureusement, je crois, décédé. Et le mec a foutu plein de détails dans la musique, et sur ce type de système, tu te le prends en pleine gueule. C'est-à-dire, mais putain, les trucs, il y a des sons que je connaissais pas, que je reconnais pas de mon morceau. Et c'est là où tu tombes sur le cul. Tu te dis pas le son est meilleur, tu te dis j'entends des instruments qui étaient enfouis.
La nuance, elle est même pas sur le meilleur. C'est la perception même de l'instrument. Caché dans un spectre sonore écrasé. Qui est caché, on est sur l'exemple parfait du morceau grand public que tout le monde connaît, quoi. Donc si on découvre ça oui, c'est. Puis même là, tu te dis je vais réécouter tous les albums. Et c'est là, mais c'est le problème, c'est quand tu achètes un nouveau produit comme ça, tu as envie de tout réécouter, tu achètes un nouveau téléviseur, tu as envie de voir, un nouveau produit de projecteur, dans quelque chose, tu as envie de voir tout ce que tu aimes. Et ce salon, c'est un putain de salon du plaisir. Et les mecs se parlent, mais c'est sûr, c'est des distributeurs, tu as tout le monde entier qui est d'ici, c'est pas la plus grosse foire au monde parce qu'il y a Hong Kong aussi, l'audiophère, mais c'est un secteur qui est en pleine activité et qui fonctionne malgré tout. Et même si c'est surprenant, il y a des ventes. Il y a des putains de ventes. Mais moi, ça me surprend pas tant que ça, mais c'est peut-être parce que j'ai un peu la même vision que toi, Max, ce que tu viens d'expliquer sur le truc et tout, mais peut-être un petit peu plus optimiste dans le sens où j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant de fans de musique parce qu'on est de la génération où la musique a été ultra accessible. En fait. C'est mon sûr, c'est vrai. Donc, du coup, je pense que c'est de manière optimiste, c'est un mal c'est l'inverse qui se crée. Je suis d'accord. C'est qu'on a pris l'habitude, certes, d'écouter un son dégueulasse, clairement. 128 kbps. Mais au moins, c'est fini ça maintenant. Oui, mais justement, mais déjà, au moins, on écoutait un truc, quoi. Et on écoutait des tonnes et des tonnes de trucs. Et surtout, c'était genre, t'as entendu parler de ce groupe ? Ah bah. Ah ouais, c'est pas mal. Au lieu de la génération d'avant, ce groupe, attends, je vais peut-être choper un CD à 20 balles, tu vois, alors des trucs comme ça. La plupart de mes potes qui ont des gosses, ils sont abonnés à Spotify ou à Apple Music Lossless. Et Apple Music Lossless, ça fait beaucoup de bien parce qu'en même temps, c'est un son qualité CD ou ARS et c'est Apple qui est derrière. Donc ça a beaucoup poussé également. Les démonstrations que vous avez vues tout à l'heure avec les Mac, c'était Apple Music Lossless qui servait de démo pour les casques à 4 000 €. Donc l'univers est lié et ça fait beaucoup de bien. C'est-à-dire qu'en effet, l'action avant, c'était il fallait acheter des CD et machin. Et une bonne pub pour Apple, ça. Mais tout le salon, il y avait une partie vinyle qu'on reparlera un peu plus tard, mais les démos se faisaient avec Qobuz en direct, avec Apple Music Lossless, avec Deezer. C'était du streaming. Ah ouais, même Deezer. Deezer hi-fi. Ouais. T'as la version hi-fi, et ça c'était avec du streaming. Et les mecs étaient avec les yeux révulsés en disant que le son est nickel. Parce qu'en effet, c'était du lossless ou du 24 bits. Spotify n'a pas d'offre haute qualité. Non, ils n'ont pas. Ils font pas de démo avec Spotify parce qu'il n'y a pas d'offre de qualité CD. Il y a des rumeurs d'une. C'est censé arriver, ça Ils étaient annoncés pour novembre 2021. Il me semblait qu'on en avait parlé. Je croyais que c'était resté aux rumeurs, mais il l'avait 2021, novembre 2021, et depuis, ils n'en parlent plus. Et les démos étaient faites avec Apple Music Lossless. Et les gens choisissaient le morceau qu'ils voulaient et c'était du délire. Voilà, c'était un salon que je voulais faire découvrir parce qu'on n'en a jamais parlé et parce que je trouve ça intéressant de voir il fait envie de fou dans cette idée justement d'aller à un festival de gens qui kiffent la musique quelque part parce que c'est ça, tu vois. C'est ça. Mais pas avec le côté les artistes, plus le côté l'écoute de la musique et les sensations. Prise de tête avec le prix du matos, ils s'en foutent. Les gens ils viennent pour écouter un truc et en effet, c'est pour ça que je disais c'est une hi-fi connectée. C'est la hi-fi connectée parce que c'est en ligne, online. C'est combien la place? Parce qu'on disait qu'on pouvait acheter des places. Je pense que c'est pas cher. Non, je pense que c'est des trucs à 10, 20 ou 30 €, pas plus. Ah d'accord. Oui. C'est pas. Il n'est pas tellement connu. Il y a d'autres salons qui sont plus chers parce qu'ils sont extrêmement connus. Le high-end de Munich, c'est. Est-ce que c'est pas malin de se dire tiens, on pourrait avoir ce genre de un salon un peu miniature comme ça, mais autour de certains festivals de musique. Tu vois, je pense qu'il y a le Hellfest bientôt. Je me dis finalement avoir des blocs à certains endroits du Hellfest où on dit tiens, tu veux écouter ton meilleur son de métal, mais en fait avec le meilleur casque, avec le meilleur DAC, etc. Carrément. Et tu fais ça en connecté, en ligne, avec un streaming. T'auras du client, tu vois ce que je veux dire. À fond. Après, il faut mettre des trucs achetables. Si tu arrives avec des trucs à 20 000 balles, bon, ça va pas marcher. Il y a aussi l'état de tes clients, tu vois, parce qu'après le deuxième jour, je pense que tu rentres dans le gouffre, t'es juste à ta 20e bière en 2 heures, tu vois. Je suis pas sûr que c'est le genre de client que tu veux avoir autour de ton matos à 24. Il faut pas dire ça. Bon. Les gens aiment la musique. Ah non, mais moi je fais partie de ces gens à la 20e bière à 2 heures. Attention, je ne juge personne. Je connais mes frères, c'est tout, tu vois. Les gens aiment se divertir. Et là, on a eu la preuve. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Il y avait des jeunes, mais globalement, la moyenne d'âge était plus dans mes eaux. 30, 40. Ouais, mais je pense qu'une deuxième vague arrive en fait. Les gens du streaming. Ouais. Les jeunes du streaming qui arrivent et qui commencent à découvrir cet amas de musique et de la qualité qui grimpe en streaming. Puis oui, tu parlais d'Apple, mais justement, le simple fait que les écouteurs aussi, généralement, en fait, il y a un côté effet de mode où il faut que tu aies l'écouteur Apple et du même temps, en fait, tu connais des évolutions progressives de qualité de son. Ça fait que quoi qu'il arrive, c'est level up. Tu finis par comprendre que... Il y a une vogue des écouteurs filaires qui revient aussi, du côté d'Apple également et d'autres marques. Donc je pense que c'est un univers qui est amené à augmenter, qui ne sera pas pour tout le monde, mais qui est amené à augmenter.
On passe au suivant. Vas-y, mon Pépé. Alors, on va aller plus vite régale-nous. pour le suivant parce que c'est une petite vidéo. En fin de compte, je vais vous la commenter. Il y a un deuxième salon qui s'appelle le salon des intégrateurs, en 2 mots. Hein. Donc, des gens qui font de l'intégration. Je le fais à chaque fois parce que quand je dis dans les vidéos, les intégrateurs, mais putain, c'est Star Trek qui les intègre. Donc, le truc, ce salon ISE, on peut envoyer la vidéo tout de suite. C'est un des plus grands salons au monde qui avait disparu pendant 2 ans. Et c'est le salon de tous les professionnels. C'est le même endroit que Barcelone. Voilà, Que alors là, c'est tous les professionnels. Là, vous allez voir des trucs de ouf. C'est tout ce qui est autour de tout ce que vous voyez dans la vie. C'est Integrated System Europe, c'est-à-dire vous allez voir, c'est toute l'intégration des images et des sons dans notre univers. Et vous allez voir les solutions qu'on peut trouver. Alors voici un des trucs les plus impressionnants qui soit, ça s'appelle Seed. Tu revois ça, regarde bien, ça c'est le pied de quelque chose, le pied de l'écran derrière. Mais tu vas voir ce qui va se passer. Regarde, cet écran peut t'installer n'importe où en intégration, sur des yachts, n'importe où, tu vois, il peut être, voilà. Intéresse, j'ai le même bateau. Voilà, www.alabridubouson.com. Donc tu te mets là et tu peux y aller franco. Mais ce que j'avais jamais vu, c'est ce produit fonctionner. Et là, ils se sont dit, bah tiens, on va le faire. Alors le sarcophage, là, c'est Toutankhamon qui sort. Et c'est plutôt Nosferatus. Donc il y a un sarcophage dans lequel le produit est placé, il est plié à l'intérieur. D'accord, faut pas être pressé de voir son truc non plus. Non, hein. j'ai fait l'accélérer après. Je voulais juste vous montrer le sarcophage, donc la lampe à bronzer. Et après, vous allez voir, ça va s'accélérer. J'ai mis le truc en accéléré, il sort. Il ne donne pas de tarif. Hein. Là, il préfère pas. Donc, cette fois-ci, il ne donne plus de tarif sur l'intégration. Ah oui, mais évidemment. Mais... le truc commence à sortir. Tu dis, bon, alors, magie du direct. Ça va lancer un canon? Comment ça mais se passe? c'est un peu ça. C'est un lance-missile. Et tu vas voir le truc, comment il est merveilleux. Mais il est magnifique pour un point technique particulier. Bon, d'abord, la machinerie est d'enfer. Ah oui, tu et c'est installé sur un salon. C'est-à-dire qu'ils apportent tout le matos pour installer sur les salons et tous les mecs. Et alors là, le truc se retourne. Et là, la magie du direct commence. Il se déploie en Corolle. Tu nous l'avais montré, ça. Hein. Mais là, je l'ai vu en vrai. Ouais. Et il y a un truc qui m'a sidéré quand je l'ai vu en vrai. Vous allez voir, parce que j'ai accéléré le truc. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, ce sont des écrans qui sont pliés et qui se déplient. C'est quoi la techno de dalle là-dedans? Ah là, c'est du LED. Oui. C'est du LED, c'est pas du mini-LED, du micro-LED. C'est du LED. Et je vais m'approcher. Et le truc le plus fou, c'est pas ça. C'est qu'une fois qu'il est déplié... On voit plus aucune ligne. Interstice. Hop là. Et là, je me suis dit, au niveau de l'ingénierie... Ah, les gars, ils y sont allés, leur mère de leur grand-mère. Parce que j'étais devant, moi je traîne le gros Vislar. Quoi. Bien sûr, tu cherches le détail. Je l'ai vu, j'en ai vu un tout petit brin. Oui, tu le vois un peu, mais le smartphone l'a vu un petit peu. Mais tu vois le truc, tu vois plus l'interstice. Alors après, c'est pour toi, mais il y aura la suite tout à l'heure. Voilà, c'est ton remplaçant de ton vidéoprojecteur. Allez. Et je vais vous montrer quelques images justement des nouveaux vidéoprojecteurs Sony, parce que je suis allé dans une suite où on m'a amené joyeusement, où des Japonais m'attendaient. Toc, 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 bonjour messieurs, dames. Donc ils étaient là, oh là là, mes potes de Tokyo. Est-ce que tu as le droit à Pipi-Jisan ou pas? Mais à chaque fois, oh Pipi-Jisan, et puis surtout au garde à vous, tu vois les mecs, ils attendent mes réactions. Alors le Projo est en l'air, donc Projo de Max est en l'air. Et tout à l'heure, tu as la version longue dans le récap, tu vas voir, on va rire. Et voici donc les images balancées par ce produit. Alors je vais en parler rapidement techniquement, mais on fera le détail tout à l'heure dans le récap. C'est celui qu'a Max, mais ces nouveaux produits s'appellent donc le 5000 et le 7000. La différence, c'est que le premier de la gamme, qui est donc les remplaçants de celui que tu as, cette fois-ci propose des nouveaux panneaux dans SXRD et c'est du laser. Avec une image, avec une colorimétrie particulière. Et quand tu vois les images, j'étais là, tu vas voir après sur la colorimétrie. Moi qui connais le produit que tu as, c'est pas pour te le vendre. Moi, je ne travaille pas chez Sony, mais je travaille dans la passion, cher monsieur. Et quand tu vois la colorimétrie de ce produit, ce qu'ils arrivent à obtenir justement avec une illumination laser et ces nouveaux panneaux, et le ratio de contraste, moi j'étais en train de chialer sur 12 générations. Tu parlais tout à l'heure des gens. L'image, regarde la colorimétrie, et pourtant c'est filmé au smartphone. Hein. C'est à tomber par terre. Oui, ça a l'air magnifique. Là. C'est à tomber par terre. Le produit coûte 5 990 € pour le début de gamme et 13 000 pour le modèle haut de gamme. Un peu plus cher du coup que la précédente version. Oui, ils ont rajouté 1 000 €. C'est 1000 balles. Hein, c'est 1000 balles. Rapidement chez Focal, comme on est sur un salon de l'intégration, Focal, Utopia, grands enceintes Utopia, dans les murs. Ça, c'est Focal d'intégration. Donc sur place, j'ai été voir les petits gars de Focal. Regarde un peu ce qu'ils ont fait, parce qu'ils l'ont créé sur place, une salle de cinéma. Toujours plus. Toujours plus. Il y en a partout. C'est Fast and Furious du décibel. C'est de la totale. Leur Focal, marque française, à Saint-Etienne, fabriquent eux-mêmes leurs membranes et tout. Et là, ils ont fait très fort parce qu'ils avaient une des meilleures démonstrations possibles, justement, au salon de Barcelone, où tout le monde venait se jeter pour écouter. C'était du 7.0.4, du délire. Alors ça m'a scié, ça va plaire aux gens qui nous regardent. Voici Interactive Scape. Et voici Maximilian. Imaginez un écran qui pourrait entrer en interaction avec votre smartphone. Vous téléchargez sur le smartphone une application. Voici, on télécharge l'application directement sur un smartphone, n'importe lequel. Hop, vous posez le smartphone sur la table, il est connecté.
directement grâce à l'application. Et tout ce qui est sur le smartphone, vos contacts, vos machins, votre truc, vos présentations, vous n'avez plus qu'à le jouer à la main. Vous allez voir, hop, vos contacts apparaissent, ou ce qui est sur le smartphone. Tu pousses, tu peux envoyer un email à quelqu'un, le rédiger de façon vocale. Tu peux C'est du délire complet. La table d'Iron Man, quoi. Voilà, c'est la table d'Iron Man. Et c'est... Oui, t'es pas chaud, là. Vous baffez votre... Non, mais parce que c'est une démo, quoi. Oui, mais bien sûr, mais... On ne me dit pas qu'il n'y a pas une idée. Ben, il y a une idée, mais on sait très bien que pour ce genre de truc, soit utilisable, soit vraiment se démocratise, il faut que ce soit tellement accepté par tout le monde et utilisé. En fait, tant qu'Apple lance pas ça, ça n'existera pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être. Mais non, mais moi j'ai aimé la techno. En fait, ils vont lancer le truc, ça va être compatible avec 2 produits et du coup personne ne va l'utiliser. Oui, mais après, il y a tellement de technos qui sont de proto qu'on voit comme ça. Peut-être que dans 10 ans, ce sera ce truc-là qui se sera imposé. Peut-être que ce sera autre chose, tu vois. Tout à fait. On aura tout ça, quoi, chez nous, on sait pas. Enfin, mais j'espère. Mais non, mais je trouvais à voir, c'était très beau dans tous les cas de voir cette interaction. Ah ouais, c'était vachement bien. Là, on se retrouve sur le stand de BW en parlant d'intégration. Ça, ce que tu vois, c'est un boomer 1000 watts, 8 cm de profondeur pour qu'il le mette dans les murs. Boomer, tu parles Regarde. J'ai eu la même 800, attends, 8 cm Ça fait 8 cm d'intégration. Donc ça, c'est-à-dire que tu peux le mettre dans un... Si vous avez un faux plafond qui est très petit, bah, vous pouvez quand même le mettre dedans. Et tu balances 1000 watts. Oh, c'est bon, ça. C'est du délire. Là, c'est des projets... T'as pas le prix ? Je n'ai pas le prix, je te trouverai le prix. J'ai compris le message. Et non, je comprends toujours. Mais ça va, j'ai ce qu'il je faut. vous connais comme si je vous avais fait, vous. Alors, voici un prisme sur lequel on a projeté des images avec sacrée partie des Sims, là. projecteurs parcours. Regardez l'optique, un périscope, pour cibler l'image envoyée sur le prisme en face. C'est extrêmement compliqué à faire. Et les projecteurs faisaient 40 000 lumens et il y en a à 75 000 lumens. Ça, c'est une partie de l'avenir. Vous avez entendu parler des hélices qui font de l'image. Là, ça fait progresser le truc. C'est-à-dire que le truc permet d'avoir notamment des personnages que vous pouvez filmer, donc avoir de la visio affichée par l'hélice. Vous avez des hélices qui ont une définition supplémentaire, qui ont maintenant 3000 ou 3500 lumens, et vraiment, l'image est beaucoup plus précise qu'avant. Le côté ça flotte dans l'espace est encore plus fou. Regardez, carrément, on voit plus l'hélice, on voit rien. Ça flotte. Ça flotte littéralement et on peut agir en même temps en temps réel sur une image animée par exemple quelque part. Vous agissez, par le cœur là il a fait bouger devant moi. On arrive à la techno façon Retour vers le futur 2 du là, délire, avec les... c'est ça. Du délire. Et pour la visio, ça peut être incroyable. Pour T'as l'avatar, voilà, c'est vraiment le logo. Alors ça, ils n'ont plus qu'à inventer les vitres sans reflet, on sent pas mal. Ça c'est quoi? Alors là, je sais pas. C'est une dalle. Ça, c'est le dos d'une dalle LED, ouais. Voilà, c'est le dos d'un écran. Je voulais vous le montrer parce que c'est tellement fou, c'est une cité numérique. Et maintenant, ils arrivent à faire ils arrivent à faire de la courbure sur des écrans sur des écrans qui sont LCD, enfin qui sont pas voilà, on peut courber. C'était difficile de faire des waves avant. Ils arrivent techniquement à pouvoir faire beaucoup. Français. Voilà. Voici un système c'est les petits loulous de Nantes qui ont créé la vitre. Alors la vitre, tu mets ça dans ton entreprise et tu peux avoir la deuxième partie dans une autre entreprise et tu payes un abonnement au mois qui coûte je crois 500 € et toute la journée tu peux correspondre avec l'autre bureau en vous échangeant des documents, en parlant, en pouvant interagir sur l'écran. C'est pas con ça. C'est vraiment pas con. En pouvoir écrire sur l'écran et il y a mieux que ça. Tu parles dans n'importe quelle langue et c'est traduit à l'écran. C'est-à-dire que tu parles à quelqu'un à Hong Kong et lui il parle en français, c'est traduit directement. N'importe quelle langue d'un pays à l'autre. Et traduction avec Google, je sais plus quoi. Et je l'ai fait en temps réel. Je veux dire, c'est du délire, la traduction est nickel. Donc pour travailler, moi je dis pas mal. Là, d'accord. Tu vois mon loulou d'utilisation concrète. Voilà, et c'est français la vitre. Deux startups qui ont du pognon, qui veulent gérer ils vont avoir des clients. Rapidement, le Crystal LED de Sony, donc le micro LED avec des barres de son géantes qu'on met autour. Ça c'est une idée aussi pour les gens qui ont de la projection. Ils vendent des barres géantes autour sans avoir à mettre de système. Regardez l'image, ça a été filmé sur l'écran du micro LED. Tu chiales. C'est beau. Hein. C'est sublime. C'est une des plus belles images. Bon, bien sûr, un petit peu d'immersion avec l'effet planétarium. Oh la vache. Alors, il maîtrise à fond. Épilepsie 2000. Ouais, c'est clair. Il maîtrise à fond l'aspect justement de diffusion comme ça, conique et circulaire. La diff est folle. Ça, une grosse boîte de nuit qui achète ça, tu vois, qui s'équipe. Oh, j'avoue. L'ambiance, quoi. Tu mets ça en boîte, tu meurs. Ouais. Tellement bon. C'est tellement bon. Et donc, tout ce salon... personne danse, par contre, tout le monde est comme il suffit de gober un truc et c'est bon, t'es parti, là. L'avenir aussi, chez LG, j'ai déjà vu ça à Hong Kong et autres, c'est un écran OLED et c'est en même temps les vitres du métro ou autre. Ouais. C'est le prochain TGV qui a prévu de faire ça. Possible. Donc ça peut être du LCD, ça peut être de l'OLED. Vous avez l'information, ça peut être de la pub, malheureusement. Ça va être de la pub, clairement.
À Shanghai, c'est dans les tunnels. Dès qu'il c'est un tunnel libre, pendant 1 minute, il balance un spot de pub. Il diffuse à la fois sur l'écran et sur le mur. C'est avec un projecteur qui diffuse sur le mur noir, en même temps que sur l'écran. Toujours plus. Et voilà, j'ai vu le futur et je suis très très content. C'était mes 2 petits reportages. C'est beau, hein. Et je voulais vous faire voyager un petit peu les petits loulous d'amour. Ça fait d'amour. rêver, hein. Ça fait clairement rêver. Moi, j'aime beaucoup particulièrement le Hyper VSN. Ouais. Par contre, justement, j'ai vu passer, je suis désolé du coup, j'ai pas retenu, une question sur le bruit que fait ce genre de truc. Toi qui étais, pourquoi est-ce qu'ils les mettent sous verre? Ouais, Déjà pour pas qu'on y touche et qu'on se... Oui, il y a les doigts. aussi la sécurité. Hein. C'est le cul à hors-bord, quoi. Ouais. Là, voilà. Mais moi, j'ai vu les premiers il y a 3 ans. Et les Hyper VSN que j'ai vus récemment, ça n'a plus rien à voir, les luminosité. Là, bien sûr, le smartphone filme, donc tu vas voir un peu la roue, mais à l'œil nu, tu la vois pas, c'est pas la même chose. C'est assez impressionnant. Et c'était directement à l'entrée justement du salon. Ils avaient justement des gens qui étaient en visio et qui nous parlaient à l'entrée du salon avec la roue. J'étais là, mais putain, et puis la définition en plus. Le côté, ça flotte. C'est pas un hologramme, mais ça flotte, puisque la roue va afficher un truc avec des LED. Donc je trouve qu'il y a une idée là-dessus. Et la vitre, c'est vrai, j'aime beaucoup le concept de la vitre avec la traduction instantanée. Quand tu es en réunion, mais putain, mais c'est. Ouais, ça c'est pas mal parce qu'en gros c'est l'idée de dire on rapproche des gens qui sont loin, on leur permet de travailler ensemble de manière plus naturelle et ça c'est cool parce que c'est vrai que la visio, t'es là, tu dis ok j'ai un rendez-vous, tu lances ton truc, bonjour, ça va, il y a un côté un peu balayé dans le cul, tu vois, que je trouve pas très naturel, pas très ouf, et là de te dire en fait c'est au milieu du couloir ou dans une salle prévue pour, etc. Tu te balades, tu croises un mec, tu fais tiens, fallait que je te dise machin. Genre, tu peux dire à Michel de se rappeler. Mais c'est comme ça que les gens le font, ils passent devant. Le côté un peu informel, voilà. Elle passe, tiens, tu peux, et puis tu passes devant la vitre, tu as les caméras, une détection de la voix et tu peux malgré tout, je pense que ça coûte cher et que pour que ce soit 500 € par mois pour l'entreprise. Mais le matos, tu l'achètes pas? C'est une location. Ah, donc tu payes 500 balles par mois et on t'en met 2. C'est excessif, hein. Enfin, ça me paraît pas si cher que ça. Pour le coup, c'est ce qu'ils m'ont dit, la vitre. Ils m'ont dit, attends, les petits loulous vont peut-être. Et donc si t'en prends plein? Je sais pas, moi. En fait, ça me fait penser à Portal. Je ne travaille pas. C'est-à-dire que t'en as une entrée et une sortie. T'as envie de rentrer donc dans le si truc. t'en commandes 6, la 1 est connectée à la 2, la 3 à la 4. Tu peux pas les mixer. Donc il faut bien les poser aux bons endroits. Mais je me dis, dans une boîte, ça peut être cool d'en avoir plusieurs. Le modèle économique est super intéressant du coup. Si t'as pas acheté de matos, c'est juste une location. D'après ce que j'ai compris, c'est une loc. Parce qu'ils étaient à Las Vegas, ils ont eu beaucoup de gens qui sont venus les voir à Las Vegas. Ils ont dit putain, mais c'est génial. Moi, je les ai ratés à Las Vegas et je les ai donc retrouvés à Barcelone. Et les gars m'ont expliqué que vraiment, ils étaient vraiment sollicités dans le monde. Il y a de la demande pour ce type de choses. Aussi naturel, t'as vu comment c'était naturel. Et puis ils se transmettent les fichiers à l'écran comme ça. Hop, ils l'affichent, ils se transmettent, ils le bougent. Attends, comment ils se transmettent les fichiers? Parce que l'écran est connecté à quoi? Tu mets ton smartphone? Non, mais l'écran est connecté sûrement à un PC. Au Wi-Fi global. Donc tu montres un truc, tu peux le montrer à je t'ai donné ça, tu l'as reçu, tu vois un truc comme ça, tu peux un genre de pas de AirPlay mais une sorte de drag and drop à l'écran. Sur ce genre de truc, généralement c'est un fork de Linux ou un fork d'Android, donc tu interagis avec comme tu interagirais avec une tablette en fait. Et au doigt. Très facilement. T'envoies au doigt à l'autre côté ou un truc comme ça. Non, je trouve que l'idée est intéressante. Vraiment. La trad en plus. Pardon? Avec la traduction. T'imagines chez Ubisoft qui a des étudiants dans le monde entier, tu vois, ils parlent pas tous la même langue, ça peut être un peu difficile. C'est chez nous, quoi. Dans un an, Mac nous sort que c'est le minimum à avoir pour travailler au bureau. Oui, peut-être pas, mais c'est vrai que c'est. Je trouve en tout cas que c'est une proposition utile. Les petits coucous nantais, ils sont de Nantes, les gars, et coucou nantais. Big up, big up, les gars. Donc on espère que. Bonne chance à vous. Bonne chance à vous. Est-ce qu'on fait la télé maintenant ou on le fait la semaine prochaine ou est-ce que vous on a une demi-heure, on a une demi-heure pour faire 2 tests. Si vous avez des trucs à dire. Pour faire 2 tests. Oui, c'est ton test là, la TV. Alors attends, tranquille. Ouais, tranquille. On va respirer un peu, souffle, bois un verre d'eau, on est reparti. Vous pouvez respirer de nouveau aussi chez vous. On va effectivement passer au test. On en a 2. On a un casque, une TV. On va donner la parole à Jika qui va nous parler de son casque. C'est parti, jingle. Et on part chez SteelSeries avec le Arctis Nova Pro. Exactement. SteelSeries, donc marque bien connue dans l'univers gaming PC puisqu'ils font des souris, ils font des claviers, ils font aussi des casques. Donc la gamme Arctis chez eux, c'est plutôt des bons casques. Il y a de toutes les gammes, plusieurs prix. Et là, donc ils viennent de sortir avec beaucoup de fierté, parce que figurez-vous qu'en fait il y a un mois de ça, je suis allé chez eux à Copenhague pour qu'ils nous présentent ce casque-là en exclusivité. C'est leur nouveau casque, vraiment le plus haut de gamme de la gamme. C'est donc comme tu l'as dit, le Arctis Nova Pro
en version wireless. Il existe aussi en version filaire. Donc ça, c'est la version wireless. Déjà, je le trouve absolument sublime pour un casque gaming, même si ils le vendent comme un casque beaucoup plus universel. C'est-à-dire qu'on est sur un design Sony, en fait. Voilà, on est sur un design beaucoup plus casque nomade, classique, sobre, etc. Pourquoi en fait? Parce que en fait, ce casque-là, il a absolument tout. Dans le sens où vous avez ceci que vous branchez à votre PC et à une deuxième source, parce que vous avez 2 ports USB, donc vous pouvez brancher votre console, votre PS5 et votre PC par exemple, et vous switchez en fait, une fois que c'est allumé, vous switchez de source sans aucun problème avec le bouton. Je vais vous le brancher pour vous montrer un petit peu, je suis curieux. Vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça c'est un DAC en fait, tout simplement. C'est un petit DAC et hop. Donc là par exemple je vais le brancher à mon iPad un peu juste pour vous l'alimenter, et là par exemple j'aurai le son sur l'iPad sans aucun problème, j'ai fait le test tout à l'heure. Hop. Et donc il a cette fonction donc compatible totale avec PC, console, et aussi tout ce qui est analogique, puisqu'il fonctionne analogique sans problème en passif. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de l'allumer. Il fonctionne très bien hors batterie. Il est aussi Bluetooth classique, donc vous pouvez appairer votre smartphone, enfin n'importe quel produit Bluetooth. Donc quand je dis il a tout, en fait, c'est vraiment leur but, c'était vraiment de te faire un casque que tu peux aussi bien utiliser chez toi pour jouer, et que tu peux sortir et tu sors avec ensuite dehors, et tu le mets sur ta tête, etc. À tel point qu'ils ont carrément rajouté de la réduction de bruit active en plus. Est-ce que tu peux juste expliquer ce qu'est un DAC, parce que le DAC. En 1 minute 30. C'est simple, le signal est numérique, ça sort en analogique. Le DAC convertit du numérique vers l'analogique. Voilà, tout simplement. Voilà, et la version la plus élégante possible, c'est-à-dire il y a des DAC qui vous bouffent la gueule et d'autres qui vous flattent la gueule. Donc un bon DAC, c'est le secret d'une sauce réussie. Et là, c'est vraiment un petit boîtier. Alors je ne sais pas si on voit trop faudrait voir avec la caméra peut-être. C'est un petit boîtier en fait qui permet, déjà avec la petite molette qui est là, de régler le son. C'est hyper simple, tout bêtement. Tu peux modifier aussi évidemment le ratio chat versus volume de ton jeu. Ça marche super bien. Quand tu fais un appui long, hop, tu choisis ton input, si tu veux passer sur ta console par exemple. Typiquement, t'as plein d'options. L'affichage est super clair. C'est un écran OLED. L'affichage est super clair. C'est un petit écran AMOLED qu'ils ont ajouté, et donc t'as plein d'options. Et c'est vraiment c'est une offre ultra complète. On avait rarement vu un casque aussi complet, en tout cas pour l'univers gaming. Super. Le design est plutôt sobre. Le design est super sobre si vous voulez essayer. En fait, ils ont mis ce système d'arceau souple, qui est en plus réglable en plus au niveau sur le côté. Le casque est vraiment sobre. Il isole bien de base. Alors, très confortable. Il est très confortable. Très très confortable. L'un des défauts du casque quand même, c'est l'ANC, donc la réduction de bruit active, qui est pas mauvaise, mais qui est clairement pas au niveau de ce que font la concurrence, Sony, etc. Clairement, c'est pas leur spécialité de base, mais ils l'ont quand même rajouté, donc elle a le mérite d'être là. C'est clairement pas le truc, c'est pas un argument. Disons que si vous voulez un casque purement nomade avec de l'ANC, c'est pas forcément là-dessus qu'il faut aller, quoi. Ça va plus être un truc ça à la base. Aussi, parce que les autres ils coûtent cher. Alors, j'ai pas parlé du prix. Tu vas voir que le prix, on est quand même au niveau de la concurrence. Là, le support, on peut aussi le régler en fonction de la taille de votre tête. Voilà, exactement. Ne soyez pas trop gêné. Il y a des petites accroches sur le côté là. Non, il est vraiment très confortable. Alors après, effectivement, il faudrait l'utiliser plusieurs heures. Moi, je l'ai utilisé toute la journée aujourd'hui. Il est ultra confortable. Alors moi, le seul problème que j'ai, mais ça c'est perso, c'est que souvent le simili-cuir, au bout d'un moment, ça me donne chaud. Donc, j'ai une préférence pour le tissu, mais le tissu isole beaucoup moins, donc c'est pas du tout le même. Le même usage, la même fonction. Est-ce que tu peux sortir le micro? Le micro est rétractable en fait. Normalement, tu vas le voir sur le côté. Essaye de tirer pour sortir. Voilà. Là, le petit micro qui sort. Vas-y, tire-le. Hop là. Donc évidemment, quand tu es en jeu, tu peux le couper, tu as un bouton derrière pour le couper. Tu sors chez toi, tu sors dehors, tu le rentres, etc. Le micro marche moins bien quand il est rétracté, et du coup, pour avoir une conversation dehors, c'est moins efficace. Mais par contre, il est nickel en mode jeu. Ah oui, quand tu le ranges, il peut fonctionner quand même. Oui, il fonctionne quand même, mais il fonctionne moins bien. C'est à peu près logique. Au niveau des petits défauts, je trouve que les boutons sont pas immédiatement accessibles. Il faut passer un peu de temps. Tu as le micro de volume, tu as le micro de Bluetooth, etc. Tu passes un petit peu de temps à trouver le. Ah non, c'est pas là, c'est pas tactile. Tu as un bouton classique. T'as un bouton classique. C'est de chercher le truc. Ouais. Et ça c'est pas parfait. On va dire par rapport au positionnement haut de gamme du casque, ils auraient pu faire un petit peu mieux là-dessus. En revanche, il y a un truc que je trouve génial dans ce casque, c'est au niveau de l'autonomie. On a 20 heures d'autonomie de manière tout à fait classique. Voilà, on peut retirer la batterie. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on peut. Des aimants. Voilà, si on peut repasser chez moi. J'ai eu un petit. Quand tu l'achètes, un style en fait, c'est fourni avec une deuxième batterie.
Non. que tu recharges directement dans ton boîtier. C'est pratique. C'est hyper pratique, c'est-à-dire que tu es en rate de batterie, hop, tu débranches, ça se coupe en 10 secondes, tu remets le truc, ça se remet tout seul. Ce qui fait que tu as toujours une qui est chargée, soit elle est dans ton casque, soit elle est en train de charger. C'est bien, c'est c'est extrêmement bien. C'est pas la pratique. première fois qu'ils font ça, ils avaient un précédent modèle de Arctis qui faisait ça. C'est vraiment ultra pratique. Donc C'est rassurant. Voilà, donc ça fait techniquement, t'es jamais en rate de batterie, quoi. Enfin, en tout cas, si t'es chez toi, t'as aucun problème. Évidemment, tu le recharges en USB-C. Le pareil, il faut retirer une des plaques. C'est pour le recharger en USB-C. Honnêtement, c'est le genre de casque. Alors, et puis j'ai même pas parlé du son, mais le son est vraiment de très bonne qualité. Ils ont bossé vachement leur logiciel aussi, qu'ils ont refait complètement. Ils ont ajouté une partie qui s'appelle Sonar, avec une tonne de presets quand tu l'achètes, dédiés à plein de jeux par défaut. Donc là, ce midi, par exemple, j'ai testé, j'ai joué à Call of Duty Vanguard avec le preset de Call of Duty. Ultra performant, ultra pratique. T'as CSGO, t'as évidemment tous les gros jeux compétitifs. Ça marche vraiment ultra bien. Et évidemment, tu peux tout customiser. On a une petite vidéo d'ailleurs de Sonar. Je sais pas si on peut la passer. Ça a l'air d'être très orienté gaming. Est-ce que si je veux, donc je connecte le truc à mon système home cinéma à la maison, est-ce que je peux du coup regarder un film avec ou écouter de la musique? Est-ce que la qualité de son est au rendez-vous? Sans aucun problème. Pour la musique, c'est vraiment il est d'excellente qualité. On est au niveau des casques d'un WX, d'un WH-1000 XM3 ou 4. Tu vois, en termes de qualité sonore, avec ça un coûte rendu super combien? propre. 300, 400? Alors on est sur, on est à peu près au niveau de la concurrence, c'est-à-dire on est à 379 €. Avec le prix des réductions des Sony et autres. C'est un des casques les plus gaming, en tout cas les plus chers du marché, mais étant donné tout ce qu'ils proposent, là, je suis pas choqué du prix, tu vois. C'est vraiment une offre qui est ultra complète, avec en plus une qualité sonore qui est extra. Et en plus, si vous voulez bidouiller le son, vous faire des presets au cordeau, que ce soit dans vos jeux ou même pour la musique, etc. Vous avez un logiciel qui est vraiment cool, qui est tout nouveau, qu'ils ont déployé au moment de la sortie de ce casque-là. Donc vraiment, nous, on lui a mis 5 étoiles là sur le site. Et c'est pas moi qui l'ai testé, c'est Olivier qui est ingénieur du son de formation, qui sait de quoi il parle. Il a dit, qui a testé des dizaines voire des centaines de casques gaming. Il a dit aujourd'hui c'est le meilleur casque gaming du marché. D'accord. Bon. Si vous cherchez le meilleur casque, 180 balles. Mais c'est plus cher, c'est un des plus chers. Mais par contre, si vous voulez vous faire plaisir, avec en plus la possibilité de l'utiliser en nomade. Il a donné son avis sur parce que tu en as parlé un petit peu, mais du coup tu parles d'un ingé son, ça m'intéresse. C'est hyper important pour les joueurs aujourd'hui, surtout quand ils mettent 380 balles dans un truc, d'avoir le micro vraiment qui est de bonne qualité. Parce que là, tu as dit, effectivement, quand il est rentré, on entend moins bien. Mais le micro. Quel est le niveau de qualité du micro par rapport aux autres casques du marché? Le micro est d'excellente qualité, c'est-à-dire que la retention de la voix est très claire. Alors lui, il a testé plus que moi, mais justement, on en a parlé et puis j'ai lu son test. Souvent, les cracks dans le domaine, c'est Sennheiser. L'isolation est bonne, la retranscription est très claire. T'as vraiment aucun problème. Autant je te dis, en version nomade, c'est pas terrible, mais en version sortie comme ça, c'est vraiment très propre. Et j'ai envie de te dire, pour le prix, heureusement, parce que ça fait partie. T'achètes ça avant tout, je précise, je le rappelle encore une fois, vu que l'ANC est pas exceptionnelle, la réduction du en jouer devant ton PC. Tu PC. l'achètes avant tout pour ton PC, mais en plus, tu peux partir avec en voyage, si t'es en rate, si t'as pas envie d'emmener un autre casque, en casque nomade, il passe tout à fait. C'est l'hybride, quoi. C'est l'hybride. Une sorte de casque hybride, avec ce système de DAC que je trouve hyper stylé. Tu as parlé du système de double batterie, là. Une batterie, combien de temps? 20 heures à peu près. Une seule batterie? Une batterie, ouais. Ça va. C'est pas mal. Génial. Vachement bien. C'est correct. 20 heures avec le volume à 100%, sachant que tu as rarement le volume à 100%. Oui, Donc t'es largement tranquille. Et encore une fois, tu peux même le brancher en analogique. Là t'as même pas besoin de l'allumer. Oui, c'est ça, parce que tu disais qu'il est passif en plus. Donc, si tu es dans la rue et que tu n'as plus de batterie en filaire, tu branches ce que tu veux. En filaire, il n'y a aucun problème. Il est d'une polyvalence, ce casque, vraiment. Il ne se plie pas, par contre. C'est impressionnant. Ouais, un peu encombrant. Non, il est fourni avec une petite pochette quand même, qui est en tissu absolument classique. Il n'y a rien de spécial. Mais effectivement, tu peux juste le tourner comme ça. Donc voilà, donc vraiment très très bon. Rappelle le nom, c'est le SteelSeries Arctis Nova Pro. Et vous lui avez mis 5 sur 5. Voilà, 5 étoiles sur JVTech. Et voilà, Mais déjà, ils ont de l'expérience, cette marque. Moi, j'en avais testé 2-3. Ouais. Et tu sais que là, je raconte un peu mon voyage, mais je suis allé là-bas et donc c'était celui avec qui on avait en présentation, avec qui j'ai dîné et tout, c'était le responsable de la gamme Arctis depuis 10 ans quasiment. Et alors évidemment, il faisait de sa promo, tu vois, mais il nous a dit, on a passé énormément de temps à travailler sur le design et essayer de trouver vraiment ils ont montré tous les protos qu'ils avaient fait, etc. Ils ont vraiment énormément prototypé pour arriver à la meilleure formule possible, parce que leur but c'était d'essayer de mettre quasiment tout au bon niveau, et ils y sont globalement parvenus, quoi. Non, mais je suis convaincu.
Quel est leur concurrent principal ? Imagine, je déteste SteelSeries. Moi, par exemple, c'est quoi le modèle? Moi, j'ai un Logitech à la maison, un G733 que j'adore, mais qui est très léger, qui a pas le même usage, qui est très léger, qui est en tissu, etc. Qui est beaucoup moins cher aussi, qui coûte 150 €, ce qui est déjà un bon prix. Honnêtement, dans ce positionnement haut de gamme, ou un truc comme ça, si par contre, t'as tout ce qui est Astro Gaming, Astro Gaming, qui est une très bonne marque. T'as Epos aussi qui fait des super casques. Alors souvent, c'est du filaire. Epos, c'est Sennheiser. Oui, c'est Sennheiser. Gaming. Ouais. Mais voilà, Epos en termes de qualité sonore, ils sont au top. Astro Gaming aussi, ils proposent aussi des wireless avec un système notamment de base comme ça, où tu peux. Alors, par exemple, ils ont un système de base chez Astro Gaming, où là tu recharges le casque en le posant dessus, ce qui est pas mal aussi. Ah oui, c'est ça, c'était Odez que je cherchais. Et t'as Odez aussi, qui est une très bonne marque. J'ai testé le Odez, justement le Mobius. Qui est très bien. Qui est une petite belle. Qui doit être très bien. Et qui est au moins à ce prix-là. Je crois que les Astro Gaming sont même plus chers. Ouais. Les Astro Gaming, ça monte à 400. Ouais, il y a du choix si vous voulez soigner vos petites oreilles, mais en tout cas, ce SteelSeries est plutôt un très très bon produit dans le domaine. Merci Jika pour la présentation de ce casque. Vous savez désormais vers quoi vous tournez si vous avez ce budget. On rappelle un peu moins de 400 €, 379. Donc c'est quand même pas donné, mais c'est un investissement qui peut valoir le coup. Ça te dure, t'en as pour 5-10 ans. Hein. Normalement, oui, tu le gardes un moment, oui, c'est clair. Ouais, ça ne crève pas comme ça. Il nous reste un petit peu plus d'un quart d'heure, le temps pour Pépé de nous présenter un nouveau téléviseur. On en parle tout de suite, c'est parti. Pépé, alors c'est quoi, c'est Sony ? Oula, il a l'air chafouin. Non, alors ça va. Pas du tout. Vous savez, je vais vous faire du théâtre. Oui, c'est Sony. C'est Sony, mais c'est le premier téléviseur QD OLED. Allez, c'est Quantum avec une dalle Samsung. Avec. Tout à fait, c'est le Quantum Dot OLED. Donc c'est la première fois que j'en avais entre les mains, qui est arrivé, on va voir la vidéo, parce qu'il y a une vidéo, il est arrivé ici dans un fly case carrément, tellement le produit, et on va voir la vidéo qui va être lancée avec notre Nico qui lève le fly case. Quantum, c'est pas un truc propriétaire Samsung. Mais it is, mais on va en parler. Donc le produit est arrivé ici, regarde, dans un fly case. Carrément, tellement il est précieux, tellement on s'est dit oh là là là, ce talent, avec le nom, on ne peut même pas le laisser tomber de tous les côtés. Et notre Nico qui est là. Alors voilà, ce qui se passe, c'est qu'en effet, c'est la technologie QD OLED. Je vais expliquer un petit peu. Voilà, là maintenant, si on pouvait carrément m'enlever, ça serait mieux. On rappelle que le QD OLED, c'est de l'OLED. Alors la différence avec l'OLED classique, c'est que là, vous avez des points émissifs sur le QD OLED qui sont bleus. C'est-à-dire bleu, mais sans filtre devant. C'est-à-dire que vous avez du bleu avec des quantum dots, donc on va dire des points quantiques. Et quand les quantum dots reçoivent le bleu d'un côté, ils vont fabriquer du rouge, ils vont fabriquer du vert. Et quand c'est du bleu, c'est du bleu. Ça fait qu'on n'a pas de grille. Parce que sur le LED, il y a une grille qui est placée devant pour justement une grille RVB et white. Donc ils disent, comme il n'y a pas de grille, on ne freine pas la lumière, on ne freine rien du tout, on a un grand angle de vision et on a notamment un espace colorimétrique plus large qui monte en effet, qui va à 75 à 90%. On peut travailler plus la luminance puisqu'en effet on n'a pas ce frein. Ça c'est ce qui est dit par Samsung. Le QD Display permet d'avoir notamment un bon rendu des rouges, peut-être même le meilleur du monde parce que la pièce devient rouge. Mais après, le vert et évidemment le bleu, puisque le bleu, c'est la couche émissive de tous les côtés. On va voir tout à l'heure, je suis prise au microscope par Sylvain du modèle qu'on a eu. Vous allez voir comment est foutue la dalle. C'est en effet tout à fait différent de LED classique. Alors, il travaille également sur l'angle de vision. Bien sûr, il n'y a pas le filtre, donc l'angle de vision devrait être plus large. Ça, ce sont les promesses. Oui. Parce que là, si je t'écoute, tu me dis, ça y est, le OLED, c'est has-been. Mais non, c'est de l'OLED, ma crapule d'amour. C'est de l'OLED. Alors, le Bravia XR, le truc qui m'épate de la part de Sony comme de Samsung, c'est qu'à aucun moment donné, ils mettent dans la communication que c'est du QD. C'est-à-dire, ils disent, on a créé le téléviseur le plus lumineux, le plus coloré. Personne n'utilise le mot QD OLED parce que je pense qu'ils ne veulent pas rééditer. Sinon, les gens, ils vont encore être perdus. Alors là, je dis, ils vont encore être paumés. Donc, ils disent le meilleur. Donc, ça coiffe la gamme Sony parce que le modèle s'appelle le A95K. La 95K, et bien sûr, il a dessus le processeur, on va en parler tout à l'heure après tout ça, le processeur XR, qui est le nouveau processeur cognitif qui vous permet d'avoir une image telle que vous la voyez dans votre vie, puisque c'est un processeur qui est dit neuronal, où il va dire, voilà, l'être humain voit comme ça, donc on va faire comme ça pour que l'être humain voit comme ça, qui va faire comme ça. Donc ça, c'est tout ce que fait Sony. On sait très bien que leurs processeurs sont excellents. Il y avait le X1 que tu as, Max, sur ton vidéoprojecteur. Ouais. Il y a le XR, qui est donc l'évolution, parce que R, vous voyez, voilà, c'est le côté un peu cognitif de l'affaire, avec l'intelligence artificielle.
Donc voilà, tout est autour de ce téléviseur avec un son qui a été amélioré également. La dalle vibre de tous les côtés parce que les moteurs haptiques sont dans la dalle. C'est permet de faire de la dalle, notamment une voix centrale. Il y a également sur ce produit quelque chose qui permet d'avoir un son virtuel réalisé, créé par le XR. Et il y a une Bravia-Cam cette fois-ci qui permet notamment d'optimiser l'endroit où tu es. C'est-à-dire que par exemple, la Bravia-Cam, tu peux la déconnecter. Tu es là, et bien, elle va diriger le son du côté où elle voit quelqu'un. C'est un beamforming de la Bravia-Cam par rapport à ta position. Il y a aussi une alerte si quelqu'un s'approche du téléviseur, donc un enfant ou un truc comme ça. Il y a des alertes de tous les côtés et tout peut se déconnecter. Ça, c'est la partie promo faite par Sony autour de tout ce qui est fait sur ce produit, qui est le premier QD OLED au monde signé de cette marque-là. On pensait que c'est Samsung qui avait dégainé en premier. Ils ont dégainé en premier, seulement le téléviseur que j'ai reçu, c'est le Sony. Voilà, et qui arrivera à la fin du mois de juin. Alors, sur le terrain, on va aller voir, puisque après, c'est l'affaire du siècle. Sur le terrain, le produit est extrêmement surprenant. Il a été mesuré avec un des plus hauts niveaux de luminosité qu'on a testé sur un OLED. Mais attention, par rapport à un modèle OLED G2, tu as le C10, toi. Oui. Tu as le C10. Par rapport à un G2, il n'a que 40 candélats de plus, par exemple. C'est-à-dire qu'on est très très proche de ce que peut faire le G2. Là, je montre le dos du produit parce que Sony s'est engagé pour que dans 20 ans, il soit 100% green. Là, le dos du produit, ce que vous voyez, c'est 80% recyclé. Toute cette partie-là, la Bravia-Cam, je la montre, c'est entièrement recyclé de A à Z. Donc, vous voyez les petits subwoofers qui sont sur le côté. Il travaille à fond. Il y aura des caches pour la partie qui est ici, donc la connectique. Alors, la connectique, je viens rapidement parce que sur les 4 ports HDMI, il n'y en a que 2 qui sont 2.1, contrairement aux autres marques. Ah oui, ils ne peuvent pas faire plus. Le gaming 4K 120 images par seconde, en Dolby Vision limité à 60 images par seconde. Donc ils sont encore des limitations au niveau du gaming parce qu'ils ne travaillent pas comme... Le pied par contre, Pépé. Oui, alors il peut être mis à l'avant ou à l'arrière et l'écran est décalé de 3 degrés. Pour piéger pour pousser le poids sur le... Regardez un peu la façon dont est fait justement la dalle, c'est un truc particulier. Et vous allez voir un truc assez ouf. Par rapport à cette dalle, c'est d'abord, il y a un système anti-marquage très très perfectionné qui a été placé sur Sony, sur ce modèle-là, parce qu'ils disent en effet, ça peut être un problème. Ils ont travaillé sur l'anti-marquage. Et regardez, vous savez que le studio à côté, il est plein de lumière. Oui. J'ai mis toutes les rampes à fond de lumière. Vous allez voir tout à l'heure, je vais me balader avec le téléviseur qui est éteint. Et la réflexion, elle est... Voilà, il n'est pas énorme, c'est un truc qu'on pourra voir. Pour le gaming, il y a le VRR, j'ai oublié de le dire, le ALLM, le DTS à bord, Dolby Atmos également. C'est un des seuls téléviseurs DTS parce qu'ils font l'IMAX Enhance à l'intérieur. Ça, ce sont les images du téléviseur. Regardez, là, c'est peut-être filmé avec un smartphone, 4K et tout. Mais regardez un peu le rendu du noir. Regardez un peu la colorimétrie, malgré tout, même si c'est filmé. C'est un paquet de M&M's, le truc. Regardez un petit peu, c'est presque fluo. On est obligé de le corriger un petit peu, il en fait peut-être un peu trop, justement. C'est l'effet. Regardez, c'est clinquant, c'est sublime, c'est flatteur. C'est un produit, regardez ça, c'est du délire. Et regardez, là, on va en arriver. Regarde, je mets la lampe torche du smartphone. T'as vu la réflexion comme elle est minime ? Et regarde, même je suis devant, tu me vois presque pas. Et tu as tous les éclairages de la pièce. Donc en effet, ils ont dit eux-mêmes, normalement d'après ce que je sais, il n'y a pas de filtre sur la dalle. C'est directement les quantum dots qui ont un effet à la fois pour booster ce qui sort et pour absorber ce qui essaie de rentrer. C'est avant-arrière. Et là, en effet, moi j'ai essayé ça. Et le plus gros défaut de l'OLED, c'est qu'on se voit dedans en permanence. Et là, je ne dis pas qu'on ne se voit pas dedans. Mais quand je sais la somme de lumière qui est dessus, on a quand même des résultats assez étonnants. Le produit est loin d'être parfait. Il a des tas de petits défauts. Je vais vous les citer. Les petits défauts qu'il y a à bord de cette petite chose. Bon, bien sûr, on peut dire que l'image est très lumineuse. Le cerveau fonctionne vachement bien. Donc, même si on a une source DVD, j'ai upscalé des DVD. C'est comme ça. Le tien, il fait aussi très très bien. Le C10, ça fonctionne, mais là c'est encore plus impressionnant. La luminosité, c'est vrai qu'il y a un taquet, mais quand on a vendu le QD OLED, on avait vendu 1500 candélas. C'est-à-dire Samsung a dit on aura 1500 candélas, 980. Donc j'attends de tester le Samsung que j'ai. Il est en cours de mesure chez Sylvain. Donc la promesse de la luminosité, elle n'est pas encore là, mais disons qu'on fait un gap. Quand même. Le ratio de contraste, c'est le ratio de contraste que tu as également avec le C10. La colorimétrie, c'est vrai qu'elle est boostée. Ça, on a l'espace colorimétrique le plus large qui n'a jamais été mesuré sur un téléviseur. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le BT2020, qui est un espace colorimétrique, on l'a à 89%. C'était jamais arrivé dans le grand public. C'est ce qu'on a en pro. Alors quand tu dis c'est jamais arrivé, c'est quelque chose... je reprends tes pourcentages. Tu dis on l'a à 89%. Est-ce qu'avant on avait du 88 ou est-ce qu'avant on avait du 2 ? On avait un maximum, en général, avec les modèles qu'on teste, nous on était à 79%.
D'accord. couverture Donc de c'est l'espace. quand même un gros gap. Ah, visuellement, ça se voit tout de suite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens qui l'ont vu fonctionner, puisque je l'ai laissé ici, les gens qui l'ont vu, oh là là, les couleurs et tout, c'est ce qu'on voit en premier. Cette colorimétrie qu'on a même tendance à corriger un peu. On se dit, Compatible Dolby Vision HDR10+. oui, pas 10+. Pas Sony. 10+. Sony, c'est HDR10, normal, le HDR classique, et Dolby Vision. Le HDR10+, c'est Samsung, qui lui n'est pas Dolby Vision. Donc le deuxième téléviseur. Mais c'est le combat. À vie, ils veulent pas céder. Donc voilà, donc c'est à mon avis la meilleure colorimétrie possible, une belle tenue de tous les côtés. Alors les trucs qui se posent sur ce produit, c'est qu'il coûte quand même 3 000 € pour un 55 pouces. Ah oui. Ah oui. Alors le problème il est C'est là. 1 000 € de plus que. C'est 1 000 € de plus que les autres. S'il Avec- avait eu 1500 nits, là oui, mais... Avec un gap qui est... C'est-à-dire que les gens qui... Le débat était ouvert entre nous tous, et justement avec les gens, quand on l'a vu ici et tout, c'est se dire, ça coûte 1 000 € de plus, qu'est-ce qui m'apporte de plus? Alors le truc qui va vous apporter le plus, c'est la colorimétrie. Ça c'est clair, la réflexion. C'est vrai, avec de la lumière, on sent que c'est absorbé. La consommation est quand même assez, 75 Wh, donc c'est correct. Le tien fait 55, par exemple, le C10. Malgré tout, les ports Ethernet est bridé à 100 mégas, donc ce qui peut être ennuyeux quand on va sur des gros débits comme le Bravia Core qui est à bord, qui monte à plus de 90 mégas. Il n'y a que 2 ports HDMI 2.1. Ça, pour moi, c'est une grosse faiblesse. Ouais, Ouais, 2 c'est pas ports beaucoup, HDMI hein. 2.1, les gars. Ouais, c'est pas beaucoup. 2 chiant. ports HDMI 2.1. En Dolby Vision, on va pas à 120 Hz en gaming alors que les LG le font. En fait, j'ai Donc- l'impression que les 2 ports HDMI 2.1, c'est ce dont tu as besoin aujourd'hui, mais du coup, c'est pas très future-proof. C'est quoi. ça, ouais. C'est pas future-proof. Ah ouais. C'est-à-dire que- Suffit tes 2 consoles déjà. Voilà, elles sont 2 prises, quoi. consoles, il y a le retour IARC qui est dans une des deux, tu vois, qui est important pour les gens. Ouais. Donc c'est un produit qui est étonnant, qui n'existe pas au-dessus de 65 pouces déjà. Il faut savoir qu'il est à 65 pouces, Ah ouais 4 000 €. Ah ouais, mais attends. Mais c'est une technologie qu'on lance. Ouais, mais c'est normal. Ils ont que deux diagonales actuellement en QD OLED. 55, 55, 65. 65. Poser la question. Si grand. Pardon, par rapport à la réflectance, je sais que les dernières Samsung, les Neo QLED, elles sont super bonnes là-dessus parce qu'elles ont un filtre. Ouais. Ça vaut quoi par rapport à. Moi, je trouve que c'est ce que j'ai vu le plus impressionnant. C'est mieux. Ah ouais. D'accord. C'est-à-dire que là, l'idée, j'ai re-questionné Sony. Sony m'a dit, on n'a pas de filtre sur les docks techniques. J'ai pas vu de filtre. Ils m'ont dit, l'absorption se fait par la lumière incidente qui est bloquée à l'intérieur et l'inclinaison de la dalle. Parce que malgré tout, 3 degrés d'inclinaison d'une dalle, on piège des images. Ça se voit pas à l'œil nu, mais. Il y a quelqu'un qui a dit un truc intéressant Oui, les tout à loulous, les l'heure. loulous. Il parlait de la barre de son, parce que beaucoup de gens n'ont pas On peut pas la forcément mettre. l'espace de ça. On peut pas. Voilà, comme la télé est à même le meuble, Ah oui, Ils ont raison, les loulous. qui est plat, tu mets une barre de son devant. Ils ont raison, les loulous. Parce que le truc, c'est qu'en effet, l'île au sol, c'est un exercice de style chez Sony. Ils ont souvent des designs comme ça. Le pied peut être mis à l'avant ou à l'arrière. C'est une des critiques qu'on a pu faire. Moi, la critique que je peux faire. Bon, sur ce après, produit- en vrai, les gars, si c'est votre seul problème, Ouais. tu vas chez Brico Dépôt, tu prends un truc en bois qui fait cette forme-là, tu mets ta barre de son en dessous, tu mets ta télé Tu le dessus, plaques terminé. dessus. Hein, Oui, ça tout va. à fait. Ouais. Le seul problème que moi j'ai trouvé, parce que moi Ouais, j'ai bon, Et ça va te coûter 20 balles. Ouais, mais ça peut surélever ta télé, ça peut être gênant, tu vois, par rapport à. Faut voir. Sur la version de la télé. Mais bon. Le truc, c'est que Sony se dit que sa téléviseur a déjà le retour acoustique. Donc, il peut déjà se mettre avec un système d'enceinte sur le côté et devenir la voix centrale uniquement, et pas besoin de barre en dessous. C'est un concept. C'est satisfaisant, cette vibration-là. Tu la sens pas. Le son vient vraiment du téléviseur, c'est le téléviseur qui vibre. Oui, mais le son est assez puissant. C'est ça que je veux dire. Alors je vais pas parler de la puissance, c'est super impressionnant. Moi, j'ai l'impression que justement, pour pas avoir l'écran qui bouge, entre guillemets, Tu le vois, tu l'entends vibrer. il faut que ce soit pas si puissant que ça. Je te ferai écouter. Tu seras surpris de ce Ouais, qui c'est sort bien. d'un truc comme ça avec la dalle qui vibre. Tu as des moteurs haptiques derrière, ils sont de plus en plus gros. Ça doit manquer de basse. Il faut Non, un caisson. À l'arrière, t'as pas vu, mais quand j'ai mis le dos de l'appareil, tu as des vrais haut-parleurs à l'arrière. La partie haptique, c'est l'avant, c'est-à-dire la partie où c'est en général la voix ou autre. Et pour soutenir, tu as deux petits haut-parleurs dedans. Mais par contre, tu vois, le truc que je peux dire, parce qu'il me reste un tout petit peu de temps, c'est que j'ai passé une semaine avec. Le truc que j'ai pu voir, j'étais impressionné par le côté réflexion, qui était minime, par la colorimétrie, le ratio de contraste, c'est le ratio de contraste de l'OLED, celui que tu as chez toi, et la luminosité, j'ai trouvé excellente, mais ça ne m'a pas bluffé. Alors après, on se demande pourquoi il faut que ça bluffe. On a toujours reproché à l'OLED de ne pas pouvoir être vu face à une baie vitrée, parce qu'il était plus faible en luminosité que du LCD. Le LCD, tu balances la lumière derrière, c'est une lampe, 1500 candela, 2000, on y va, franco. Donc moi, ce que je reprocherais à ce produit, c'est de ne pas créer un gap suffisant, par exemple, entre le LG G2, qui est un excellent téléviseur, qui lui en gaming s'en fout, il fait tout. C'est-à-dire que si vous êtes gamer, le LG G2, vous faites du Dolby Vision à 120 images par seconde, vous avez Nvidia à bord, vous avez tout le monde, 4 ports HDMI, vous avez tout ce qu'il faut à bord. Et ce produit qui, malgré tout, a quelques petites lacunes en gaming, le gap n'est pas suffisant, à mon avis. Et le G2, quand on le trouve presque au même prix maintenant que celui-ci, et c'est un peu Parce délicat. que du coup, c'est pas plus adapté à un pur cinéphile qui veut une image une très belle image, sans réflexion. Oui.
pour du jeu, c'est peut-être pas ouf, quoi. Il peut faire du jeu, il est 4K 120. Oui, bien sûr. Mais il y a toujours un moment. On parlait tout à l'heure d'un produit qui est futuriste. Tu parlais de future proof. Et tu as raison. Parce qu'un produit qui a que 2 ports HDMI, qui n'est pas encore Dolby Vision à 120, comme ça, donc, les gens disent qui est en même temps limité à 100 mégas. À ce prix-là, tu veux le garder 10 ans minimum. Oui, clairement. Est-ce que un ça fait tir, partie de ces produits où Sony promet des trucs en mise à jour aussi? Parce qu'on avait vu. On peut jamais savoir. Ouais. Aucune marque peut vraiment te dire on va faire obligatoirement des mises à jour. Oui, mais justement, parce que si j'y pense, c'est parce que leur téléviseur qui était PS5 ready, ils avaient promis la mise à jour. Voilà, tu vois de quoi je parle. Ils ont promis une mise à jour VRR et Genre pas. Elle vient de sortir alors que le téléviseur est sorti il y a un an. Il l'avait annoncé il y a un an. Je me souviens, j'ai dû faire une vidéo sur ce truc. J'ai dit oui, ça arrive. Mais c'est aussi parce que VRR vient à peine d'arriver sur PS5. Oui, mais là, sur le téléviseur, pour une PlayStation, ils sont censés faire un téléviseur pour tous les systèmes. Moi, je me demandais s'ils avaient osé encore faire un. Non, on rajoutera un truc en mise à jour. Le produit est excellent, c'est pas là le problème. Le produit est excellent, mais il a du monde en face. Et les gens qui sont tentés par le G2, peut-être, pour d'autres modèles Panasonic, parce qu'il y a un Panasonic Killer qui va se pointer moi je l'ai peut-être dans 15 jours, 3 semaines. Le modèle Panasonic s'annonce extraordinaire. C'est de l'OLED classique, mais ça annonce d'être le killer chip complet, le flagship. Donc là, le produit est fabuleux, mais il me manque ce truc où je dis ah putain, il y a un fossé. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai choisi le QD OLED parce que ça, et je peux te le montrer, quoi. Voilà. Mais les gens ont vu la colorimétrie. Ça, elle te pète à la gueule. Tu te dis, la colorimétrie est très forte. Je suis en cours de test du Samsung, qui est lui, donc la maison mère, en quelque sorte, et on verra le Samsung, ce qui vaut le S95B. Je me pose une question, parce que j'en vois qui parlent de barres de son et tout là-bas, qui sont plus ou moins convaincus par ce genre de produit. Il nous reste très très peu de temps. Juste, quand tu achètes un téléviseur LG, Sony, Samsung, quoi que ce soit, c'est assez surprenant qu'il n'y ait pas des packs. Alors, je ne te parle pas d'un pack à 200 balles. Je sais pas, un truc de qualité, tu te dis, ok, j'achète un téléviseur à 3000 balles, est-ce que je peux pas rajouter X euros pour avoir le truc qui est parfaitement intégré à la télé et qui, tu vois, le bundle qui m'ajoute un vrai son? Parce qu'effectivement, le son qui sort des TV n'est pas suffisant pour faire un home cinéma. Ça, les TV. Voilà, donc c'est normal, mais du coup, il faut qu'ils t'ajoutent le kit de son qui va avec. Il y a des bundles il y en a dans les magasins qui sont suffisants. Ah ouais, mais il y a LG à ces bundles. Sans parler de magasin, il me semble que Philips intégré, vend des trucs intégrés, etc. Ouais, donc ça existe, il faut mettre le nez dedans. Oui, ça existe. Mais encore une fois, le produit est très bon, mais je m'attendais à plus de... Je suis pas blasé, je suis le mec, au contraire, je suis un gamin de 3 ans. Mais là, je m'attendais à... Ah tiens, putain, j'ai foutu le truc. J'ai pété, j'étais en l'air sur les couleurs, comme ça. Collé au mur. Ah, moi, cette colorimétrie, ça en fait trop. On dirait que Walt Disney a dégueulé chez toi. Voilà. C'est tout un programme. Magnifique conclusion. On arrive déjà au bout de ce journal du hardware. Les amis, il nous reste quelques secondes. Le temps pour moi de vous remercier évidemment de regarder cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JDH. Merci à tous d'avoir été autour de ce plateau ainsi que ceux en régie. Tout de suite, c'est le récap. Et Pépé a encore quelques produits à nous montrer. Alors je vous dis à tout de suite.